Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lamar pour la lecture et l'analyse du nouveau codex de Warhammer 40 000, le culte Genestealer. Avant de commencer la lecture et l'analyse de ce codex review, on va quand même juste vous prévenir que lundi à 16h sortira un rapport de bataille où tu, avec tes petits cultes Genestealer, va affronter LoL et ses custodes avec les tout nouveaux codex. Ça va saigner. Dans ton moule. Je pense qu'on a tous été surpris de voir justement que Game Workshop a choisi cette armée pour continuer les codex en même temps justement que les custodes. C'est une armée qui était assez peu jouée finalement, mais pourtant avec un style de jeu vraiment unique et qui méritait un nouveau codex par rapport à son positionnement aujourd'hui, puisque on était vraiment au fond du trou. C'était que des mécanismes de jeu ultra exotiques, très sympathiques en fait, vraiment anxiogènes quand on l'affrontait, mais ça manquait un petit peu de punch, donc il y avait besoin de cette V9isation. Toi, t'es un joueur historique, justement parce que ça fait partie de tes armées de cœur avec la Sista, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Comment est-ce que tu définirais le jeu, c'est-à-dire aussi bien toi quand tu vas être le général d'une armée de culte et aussi quand tu vas l'affronter, est-ce que tu vas retrouver cet aspect anxiogène, comment est-ce que tu définis le gameplay? Et du coup c'est un codex comme tu disais qui rejoue beaucoup cet aspect anxiogène d'affronter ces petits filous que sont ces cultes Genestealer qui arrivent des ombres et des plaques d'égo pour reprendre l'Imperium. En fait ça va être une faction très unique avec des gameplays très différents de ceux on a l'habitude de jouer. Typiquement leur déploiement ils sont invisibles, ils vont s'adapter sur l'adversaire. Ils vont avoir beaucoup d'unités en réserve qui vont arriver à gauche, à droite, de différentes façons, de différents types de frappes en profondeur. Du coup, l'adversaire va se retrouver un peu pris à la gorge avec toutes ces frappes en profondeur-là. Et du coup, va devoir s'adapter. Et à côté de ça, il y a tous les petits persos du culte qui créent toutes ces liaisons de la Genesect pour améliorer tout le monde. Et en fait, c'est vrai que c'est très spécial. Et comme tu as l'air de dire, ça joue très bien les objectifs secondaires, beaucoup plus que les primaires, malheureusement. Dans le sens où ils pourront aller partout sur la carte, il y a plein de petites unités super OP qui peuvent jouer ces secondaires-là. Et si vous aimez une armée assez complexe à jouer, avec un plan sur 4 générations, vous allez voir tout le déroulé de la partie, avec plein de petites unités de réserve qui vont aller trade les unités adverses, parce que c'est des unités quand même relativement fragiles, je pense que c'est un codex qui est fait pour vous. C'est intéressant ce que tu dis par rapport justement à ces fameux trades. En fait, aujourd'hui, Warhammer est un jeu de trade, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais sacrifier pour marquer des points aussi bien de primaire que de secondaire. Et on est vraiment sur une des armées qui va le plus jouer là-dessus. Tu l'as dit très bien. Pour la plupart, c'est de la mousse, c'est-à-dire qu'au niveau des primaires, on va peiner, alors qu'au niveau des secondaires, on va s'épanouir. En fait, on va vraiment au début de chaque game se dire, je peux quasiment tout faire. Comment est-ce que justement, quand j'ai fait ma liste aussi, je vais avoir toutes ces ressources à trade pour se faire. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'on est vraiment sur un style de jeu complètement unique. Clairement, c'est pas pour les débutants. Ça fait vraiment partie des armées qui vont être très skill cap élevé. C'est-à-dire qu'un débutant va se faire laver. Par contre, un joueur expérimenté va vraiment arriver à chercher la quintessence. En général, on dit ça quand c'est mauvais. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, c'est que le codex est un codex V9. C'est les mécanismes de la V9, ça prive l'adversaire de ces mécanismes V9, il y a aussi justement des petits leviers comme ça qui vont être assez intéressants, mais un très bon joueur va être assez redoutable avec ce codex-là, sans pour autant que ça soit clé en main ou sans contre, comme on peut le voir avec justement ce qui était top méta. Là, ça ne l'est pas, c'est vraiment justement le joueur qui va faire son codex. Vous allez voir que c'est très difficile, il y a beaucoup de petites règles, beaucoup de cumul de règles avec les personnages, les unités, les stratagèmes, les améliorations d'unités, et en fait tout ça cumulé avec peut-être le bon général pour les manier, ça peut faire du café. Pour entrer maintenant dans le dur justement des règles, on va s'attaquer justement aux règles des aptitudes de datasheet, c'est-à-dire celles qui doivent figurer au niveau de son datasheet pour pouvoir en bénéficier. C'est clairement ce qui va faire l'ADN de cette armée-là. Là, on va passer aux aptitudes de dissimulation, à savoir embuscade ou sous terre, qui sont pour le coup appliquées à l'ensemble des datasheets. Même par exemple les véhicules. Les seuls qui ne vont pas l'avoir, c'est soit les Tyrannides, soit l'Astra Militarum, puisque comme on le disait tout à l'heure, on est aussi bien au niveau du fluff que du gameplay, avec la capacité de pouvoir jouer avec ces deux armées-là. En l'occurrence ici, on est soit un Astra dans le passé, soit un Titi en devenir, puisqu'on n'est pas encore parti en couille. Exactement. Le fait est que là, tout justement ce qui va être culte Genestealer va avoir ses aptitudes. C'est déjà au moment du déploiement de choisir d'être soit en embuscade, soit sous terre. Sous terre, c'est ni plus ni moins de pouvoir mettre son unité en renfort, c'est-à-dire arriver à la fin d'une de ses phases de mouvement à partir du round de 2, avec déjà la particularité de ne pas être à plus de 9 pouces de l'ennemi, même si, on va le voir, mais on a au niveau du codex cette petite grille avec justement une réglette de 9, ce qui est la très petite bizarre, réglette. puisque là pour le coup, on va avoir quand on est mis en renfort, en tout cas sous terre, la particularité de ne pas arriver à 9, mais à 8 de l'ennemi, ou à 6, mais en perdant la capacité de charger. Ouais. Donc déjà, c'est complètement unique comme mécanisme de jeu, c'est super intéressant. L'autre, c'est si on décide de ne pas être en renfort, de pouvoir au moment du déploiement être en embuscade. C'est-à-dire qu'au lieu de placer son unité, c'est-à-dire au niveau du déploiement, tu places une pause, je place une pause, au moment où on va vouloir mettre une unité, on va pas dire quelle unité se cache derrière ce petit pion, on va juste mettre un pion
par unité qu'on dispose et la mettre au niveau justement de son déploiement. La vraie particularité, c'est qu'une fois qu'on a déployé toute son armée, finalement l'adversaire n'a aucune indication si ce n'est à peu près où est-ce que vont être ses petits pions et donc où est-ce que vont correspondre les unités qui arriveront, mais elles arriveront soit si on est le joueur 1 à sa phase de mouvement, soit si on est le joueur 2, c'est-à-dire que son adversaire joue, c'est à la fin de son mouvement à lui. Ouais. Et c'est très fort puisque lui, il va avoir l'interdiction au moment de sa phase de mouvement, avec n'importe quelle figurine, même les volants ou quoi, d'arriver à moins de 9 de ses petits pions. Exactement. En fait, c'est hyper fort parce que ça empêche toute agression sur sa zone de déploiement à son tour 1. Donc toutes les armées qui se basent sur une alpha où il va dans ta tronche dès le tour 1 parce qu'il se projette loin, c'est impossible puisqu'il est bloqué par ses pions en embuscade. Et en plus, toi, tu as cette possibilité de t'adapter au plan adverse, à sa première phase de mouvement s'il commence. Typiquement, il va sur un flanc, peut-être qu'on va renforcer un autre avec les figurines qu'on a laissées sur la table. Et en fait, ça permet de s'adapter énormément au plan adverse et c'est super sympa comme règle. Complètement, parce que, encore une fois, ça veut dire que, admettons, c'est toi le joueur culte. Je vais me mettre à 9,1 de tes petits blips, de tes petits pions ici, mais toi, derrière, tu vas pouvoir, à la fin de ma phase de mouvement, si tu es le joueur numéro 2, sortir 1 pouce de ce petit blip là, tout en restant à plus de 9 de l'ennemi. Donc déjà, tu vas pas pouvoir complètement me screen, mais tu vas aussi pouvoir te mettre à plus de 9 de moi. Et ça en aussi, plus, je choisis quelle unité je mets à portée. C'est-à-dire que même si je me mets à plus de 10, je peux choisir que c'est tout simplement 5 acolytes pas très intéressant à aller chercher. Donc on choisit les cibles sur lesquelles l'adversaire va tirer, et en plus à quelle distance et à quelle portée on les met. Donc c'est vraiment très intéressant. Yes. Ensuite, la dernière règle, ça va être loyauté aveugle. C'est tout simplement le fait de pouvoir intercepter sur un 4+, les points de vie qu'allait perdre un personnage. Voilà, en fait, on se sacrifie pour le bien suprême, pour notre patriarche, et c'est très bien. Autre mécanisme, cette fois-ci, inédit, justement de cette V9, puisqu'on l'avait pas avant au niveau de la V8, ça va être tir croisé. Alors, tir croisé, c'est une nouvelle capacité qui est là pour renforcer le tir. Il y avait très peu de manières de renforcer le tir, et là, c'est un moyen de le fiabiliser. Donc, tir croisé, c'est quoi? C'est en gros quand 2 copains tirent sur la même cible, l'idée, c'est de le booster. Donc, si une unité ennemie a déjà pris 5 touches d'une arme de tir, ou une touche d'une arme de tir de plus que dégâts 1, on est considéré comme étant tir croisé, ce qui va donner à tous les autres copains du culte qui va tirer sur cette cible, +1 à la touche, tout simplement. La deuxième règle, c'est exposer. C'est si tu arrives à tracer une ligne entre 2 de tes unités qui passe par l'unité ennemie sur laquelle tu vas tirer, c'est en gros si elle est encerclée, en fait tu vas avoir +1 pour blesser cette figurine au tir. Et si en plus tu es devant lui, c'est-à-dire à moins de 12 pas, tu as ignore le couvert. Donc si tu cumules les 3 règles, tu as des unités de tir qui vont avoir +1 à la touche, +1 à la blesse, et ignore le couvert. Et là, ça commence à pas rigoler, même si des mecs à la base, c'est des humains qui tirent à 4+, avec tous ces cumuls-là, et en fait, cette synchronicité du culte, en fait, tu arrives à tirer plutôt pas mal. Yes. Là, ça peut sembler assez bizarre en termes de géométrie sur table, mais il y a énormément de moyens de proquer, c'est-à-dire de donner ces aptitudes-là, donc d'être en perma sur ce qu'on va vouloir tuer, en fait, justement, comme tu dis, +1 touché, +1 pour blesser, et ignore cover. On continue cette fois-ci dans les aptitudes de détachement, c'est-à-dire que pour en bénéficier, il faut qu'un détachement soit uniquement constitué justement du culte Genestealer. C'est plus armé maintenant par rapport au tir croisé, c'est uniquement le détachement. La première règle, ça va être la Genesect. Le fait dans chaque détachement que chaque personnage va être unique. C'est-à-dire qu'on peut avoir uniquement un Primus, un Patriarche, voilà, on va pouvoir en avoir qu'un à chaque fois, un petit peu comme les commandeurs taux. Et la contrepartie de cette règle, c'est que pour chaque choix de QG personnage, on va pouvoir intégrer dans ce détachement un autre personnage, ça peut être un élite ou un autre choix de QG, et celui-ci n'utilisera pas de rôle tactique. C'est plutôt sympa parce qu'on verra qu'on a beaucoup de choix de QG et beaucoup en élite, et si on n'a pas envie de prendre tous les slots d'élite avec des QG, en fait ça nous permet d'en économiser quelques-uns, on pense au Kellermorph, au Sanctus, au Nextos, etc. Et donc d'avoir plus de choix dans les troupes. Yes, ensuite on va avoir la règle coterie de Couvain, c'est tout simplement la hiérarchisation justement des détachements, ou en tout cas des personnages au sein d'une armée culte Genestealer, puisque en gros si on a un patriarche dans sa liste, il devra être seigneur de guerre. Si on n'en a pas, alors ça sera un Primus ou un Magus, et ainsi de suite. Et la particularité aussi, c'est que tous les personnages qui n'ont pas le rôle tactique QG ne peuvent pas avoir de trait de seigneur de guerre. Bon, c'est bien, c'est limitant, et puis c'est fluff, quoi. C'est le patriarche c'est lui le boss, hein, donc c'est pas déconnant. On parlait aussi tout à l'heure justement du fait que l'armée en général du culte Genestealer au niveau de son fluff et aussi au niveau justement de ce qu'on lui autorise à faire démarre avec des humains, c'est-à-dire une armée d'Astra qui commence un petit peu à partir en couille avec des visions chelous, des cousins qu'on invite à Noël alors qu'on les reconnaît pas l'une année sur l'autre, mais bon c'est pas grave, on les accepte. Hein, tout ça, putain, hein, j'avais pas envie d'être à côté de lui cette année, moi, allez yo putain, et voilà, j'ai appelé ma mère, enfin t'as compris quoi le délire. Et là le fait de pouvoir justement s'allier avec du Tyrannide ou de l'Astra Militarum, c'est assez bien fait puisque pour le coup il n'y a pas d'abus possible, il y a énormément de garde-fous, on va pouvoir choisir par exemple dans une armée d'Astra toutes les unités qui vont avoir le mot-clé régiment et transformer ce mot en
frère de couvent. Ça veut dire qu'on va pas être capable d'aller chercher des passes, qu'on va pas être capable d'aller chercher tes petites ratlings, puisque les ratlings ne font pas partie justement du régiment. Et aussi, le fait est que on ne va pouvoir utiliser que les mécanismes, on va dire, génériques. C'est-à-dire, tout ce qui est relique, ça peut pas être une relique d'une planète, et ainsi de suite. Et pareil pour les stratagèmes, c'est uniquement les stratagèmes de régiment, donc pas de Pourcalia. C'est ça, et puis pas d'alliance avec des assassins, des inquisiteurs. Et le bonus qu'on a en faisant ça, c'est qu'ils sont super courageux, nos guerriers Astra, donc ils ont plus de commandement. Yopi tralala. Et ils se sacrifient pour le patriarche aussi. Ils peuvent ça leur donne la règle justement qui permet permet d'intercepter sur du 4+. Là où encore une fois, un autre justement garde-fou, c'est le fait que même si son armée n'est alors plus constituée que de cultes génicidaires, à partir du moment où on a moins de 25% de son armée avec de l'Astra dedans, alors on continue justement d'avoir la règle tir croisé. C'est ça. Mais c'est pas mal parce que sinon, le tir croisé limitait tout. Là, au moins, on peut aller chercher un petit peu d'Astra Militarum si on a vu de jouer ces figurines qu'on avait avant et c'est très bien. Et enfin, on va parler des credos, c'est-à-dire le fait qu'on va pouvoir choisir justement des règles en plus, c'est-à-dire changer son mot-clé de culte avec par exemple culte de l'empereur à 4 bras. C'est l'équivalent des chapitres Space Marine, des légions pour les SMC, des fêtes pour les taux, ou des chambres pour les custodes. Ils sont chambres, ces mecs. Chambre. On va passer justement au culte de l'empereur à 4 bras, c'est le culte iconique du culte Genestealer. On va avoir comme règle passive, comme credo du culte, embuscade souterrain, le fait de pouvoir nativement, pour toutes les personnes qui ont ce mot-clé-là, justement de pouvoir relancer les charges. Et si jamais on se fait tirer dessus et que son adversaire est à plus de 12 pouces, d'être considéré alors comme un couvert léger, c'est-à-dire avec un +1 à la save. Ensuite, comme trait de seigneur de guerre, ça va être la ruse insondable. C'est le fait qu'une fois par round de bataille, on va pouvoir diminuer l'utilisation d'un stratagème de 1 jusqu'à un minimum de 0. T'en parlera juste après. Ensuite, on va avoir bien évidemment le stratagème à 0 PC, un plan sur plusieurs générations. Stratagème qui a fait couiner énormément de joueurs, c'était l'ancien Vect qui a été modernisé comme pour le coup avec les Drukhari. C'est-à-dire que ça vaut 0 PC. Au moment où son adversaire va utiliser un stratagème, tu lèves la main, tu lui dis je décide de planifier sur 4 générations. C'est moi stylé que je décide de te vecter. Oui, c'était plus rigolo à voir. Un beau, c'était cool. Et la prochaine fois que tu l'utilises, ça coûtera un PC de plus. Ça ne marche pas sur la relance générique. On va avoir comme relique l'épée de l'empereur à 4 bras. Ça va tout simplement remplacer une épée d'os. Ça va faire force +1, P1 -4, damage 1. Et on va effectuer 4 attaques supplémentaires avec. C'est des dents de Terra burnées. Et en pouvoir psychique, c'est-à-dire que l'intégralité des sorciers de ce détachement vont connaître justement ce sort en plus. C'est une malédiction qui va passer sur du 7. S'il est manifesté, on va pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins invisible de Psyker. On soustraira 3 à sa capacité de mouvement et on retirera 2 à ses jets de charge. C'est pas mal. Et après, c'est un trait qui est assez étonnant dans ses capacités, parce qu'on a full reroll des charges qui nous donne envie d'aller taper l'autre, et on a un couvert quand t'es à plus de 12, donc c'est pas logique. On a envie d'aller taper, et en même temps, si on est loin, on a un bonus, donc un peu bizarre dans ce trait, que je trouve assez étonnant. Mais au moins, tu peux jouer les deux, tu peux jouer à la fois du tir et du corps à corps. Le sort est très fort dans le sens où tu touches une unité et toi, tu bouges plus. En tout cas, c'est compliqué pour elle. Et il y a le Vect qui est assez sympa, du coup, à 0 PC. Donc un trait un peu multitâche, c'est l'empereur à 4 bras, c'est très générique, c'est peut-être pas mal, comme on sait qu'on va vouloir jouer du tir et du corps à corps, on a un bonus pour les deux, pourquoi pas. C'est pas ton chouchou? Non. Ensuite, le deuxième credo, ça va être le culte de la ruche. On va avoir comme bonus les militants disciplinés. Les unités avec ce credo peuvent tirer lors d'un tour où elles ont battu en retraite. Et derrière, elles vont avoir un malus de -1 à la touche pour tirer. Et le deuxième bonus, c'est le fait de pouvoir, après avoir soit battu en retraite, soit advance, quand même pouvoir réaliser une action. Au niveau du trait de seigneur de guerre, c'est une aura qui fait que les unités bases à 6 pouces ou moins feront une touche supplémentaire pour chaque jet de touche non modifiée de 6 en tir. Ouais. Ça va avoir la relique de talisman de Vector qui fait tout simplement que à chaque fois que le porteur effectue une attaque dans mêlée, un jet de blessure non modifié de 5 fera que derrière, justement, on ne pourra pas faire de jet d'invulnérable contre. C'est juste chiant à séquencer, mais pourquoi pas. Derrière, le stratagème, ça va être discipline de tir qui fait que pour un PC, on va pouvoir dire, toi, t'avais pas de marqueur, et ben maintenant, t'as un marqueur pour l'unité qui décide de tirer. Donc tu émules le fait que t'avais quand même 5 touches avant, ou une touche, on le rappelle, avec une attaque qui avait une valeur de dégâts de plus de 1. Et enfin, le pouvoir psychique que l'intégralité justement des psycheurs vont connaître, ça va être l'explosion synaptique. C'est un feu sorcier qui passe sur du 5, qui va avoir une portée de 18 pouces, et qui va permettre au sorcier de jeter un D6 et d'ajouter un bonus de 2 si elle a des unités à côté d'elle amies. Ensuite, si ce jet de dés est inférieur à la valeur de mouvement, alors ça sera directement des 3 blessures mortelles, et si c'est égal ou supérieur, alors ça sera directement 3 blessures mortelles cash. Il y a pas mal ce culte-là, il est très sympa, puisque la force du culte Genestealer, ça va être de jouer les secondaires, et là on a vraiment un credo qui nous pousse à fiabiliser ce secondaire via cette advance et peut quand même faire une action. Donc, typiquement, on pense à Octarius. Enfin, maintenant, c'est Narchmund Data. Il y a les cartes de table, etc. En fait, ça nous permet de jouer les secondaires sans se priver de son jeu, puisqu'en plus, on va pouvoir tirer en faisant ça.
Et en plus, ça fiabilise toutes ces unités de véhicules qui pourront alors désengager et tirer quand même. On pense aux armes blast qui peuvent pas tirer au corps à corps. En fait, ça permet vraiment de fiabiliser son gameplay sans être trop puni par le fait que l'adversaire vienne sur toi. Et moi, je l'aime beaucoup et ça permet d'avoir de la mobilité. On pense aux motos, on pense aux véhicules, on pense aux petites escouades de 5 et de les fiabiliser et de quand même avoir une présence sur le jeu malgré toutes ces actions qu'on va avoir envie de faire. Ensuite, troisième culte, ça va être le rouage lamé. On va avoir comme bonus les hybrides cyborg. On va tout simplement gagner une invulnérable à 6. On va pouvoir relancer un jet de blessure à chaque activation d'une unité et on va pouvoir aussi augmenter de 3 pouces la portée des armes, sauf les grenades ou les charges de démolition. Le trait de seigneur de guerre, ça va être l'obsession dévorante. C'est une aura qui va permettre de choisir une unité au début de la game et des unités bases à 6 pouces de ce seigneur de guerre pour alors relancer les jets de blessure contre cette unité-là. La relique, ça va être la marque de l'Omni-Messie Griffu. Ça va être figuré un de rouage limé uniquement. Le porteur va avoir une invulnérable à 4. Et derrière, les unités qui sont à portée d'engagement pourront prendre de la mortelle dépendamment d'un jet de dés qu'on va effectuer. Le stratagème, ça va être le bionique d'inspiration Xeno qui va permettre entre 1 et 2 PC, dépendamment du coût en point de puissance de l'unité qu'on va vouloir buffer, d'hériter d'une sauvegarde invulnérable à 5. Et enfin, le pouvoir psychique, ça va être l'impulsion électrosynaptique qui est une aura, qui est une bénédiction que va lancer le psycheur qui passera sur du 5. Et les unités qui sont à côté de lui auront alors un bonus de +1 à leur jet de sauvegarde, c'est-à-dire que dans la V9 c'est très clair, c'est jet de sauvegarde ou jet de sauvegarde d'armure ou invulnérable. Comme là c'est jet de sauvegarde, c'est les deux. Donc ça va permettre en tout cas aux unités qui vont être à 3 pouces de ce psycheur d'avoir +1 à leur sauvegarde invulnérable. Donc ça veut dire que comme de base ils en ont une à 6, elle passera à 5, et que si on les a buffés avec ce petit stratagème, elles passeront alors à 4. C'est ça. Et on est encore sur un culte de tir, donc avec des bonus, avec une reroll de jet de blessure, avec de l'invulnérable pour un peu plus tanker les échanges de tir. Pourquoi pas, j'aime bien le trait, effectivement, avoir un vue à 4, on pense à des gros packs de 20 néophytes, un vue à 4, qu'on peut ressusciter des 6 en soulevant le culte. Pourquoi pas, moi je vois bien avec des masses de néophytes, avec des canons laser pour avoir des rerolls, peut-être plein de petits véhicules pour avoir 7 rerolls à la blesse, qui est pas mal sur les canons laser, et en tout cas les tirs uniques. Pourquoi pas pour une armée de tir, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun bonus de corps à corps vraiment intéressant, c'est peut-être ce qui manque comparé au culte à 4 barres. Et par rapport au strat seigneur des guerres, est-ce que tu crois au fait de pouvoir faire un équivalent de Pourcadia version culte ouais, à 6 pouces du seigneur de guerre, en fait, il y a quand même plein de mécanismes de blip, tout ça, on a quand même moyen. Enfin, la relance des blés, c'est très fort. Alors c'est très très fort, le souci c'est que sur une seule unité, donc l'adversaire va pouvoir choisir s'il la projette ou pas, donc en fait c'est lui qui va choisir si tu bénéficies déjà de ce bonus, et c'est uniquement les unités bases, donc les unités qui font beaucoup de dégâts, ça va être plutôt des aberrants, des Achille Rage Runner, ces unités-là qui ne sont pas bases, donc en fait ça va être compliqué de vraiment capitaliser là-dessus. Pourquoi pas contre un Nika ou contre des grosses figurines, un Mortarion, c'est vrai que c'est des unités qui sont très difficiles à tomber, avoir une full reroll des blesses ça peut aider, mais ça va être plus situationnel. On enchaîne ensuite avec le culte de la griffe rouillée. Grosse mobilité, puisque là on va avoir l'aptitude survivant nomade. La règle est que à chaque fois qu'une attaque est allouée à une figurine ayant ce credo, on va diminuer la pénétration d'armure de 1 si celle-ci est de 1 ou 2. En gros, 1 va devenir 0 et 2 va devenir 1. 3, bah ça reste 3. Et aussi, le fait d'être considéré comme étant resté immobile après un mouvement ou une advance, donc ça, pour le coup, c'est pas mal. Hein. Soit avec les unités de tir d'assaut, ou alors les armes lourdes. Les armes lourdes à pied, on en a beaucoup des canons laser à pied, etc. Donc ça peut être pas mal. Yes. Au niveau du trait de seigneur de guerre, ça va être touché d'entropie. À chaque fois que le porteur, donc le seigneur de guerre, fait justement une attaque de mêlée, un jet de touche non modifié de 6 fait 2 touches supplémentaires. Donc chaque touche fera 3 touches et pas 2. Et ensuite, on va pouvoir aussi améliorer la pénétration d'armure du seigneur de guerre au corps à corps de 1. La relique, ça va être le manteau de nomade, qui est que le porteur peut advance, désengager et quand même charger ou faire un pouvoir psychique. Donc c'est pas mal d'avoir le pouvoir psychique en plus maintenant. Et aussi le fait de pouvoir se déplacer à travers tout, comme s'il volait. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le stratagème, ça va être le derby de démolition. En gros, c'est après avoir effectué un mouvement avec une figurine et être passé à 6 pouces d'unité ennemie, alors quand on va tirer avec une arme à D6, ça fera automatiquement le maximum. C'est-à-dire qu'une grenade fera pas D6, mais directement grenade 6. Et le sort de ce culte va être une malédiction qui va passer sur du 6. Le sorcier va pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces ou moins. Et à chaque fois qu'une attaque avec une unité de ce culte, bah justement, va tirer dessus, corps à corps ou tir, elle aura un bonus de +1 supplémentaire à sa PA. Il est intéressant ce credo-là puisqu'il est un peu multitâche. Il y a des bonus au tir, au cac, une résilience accrue et en même temps une projection accrue avec cette possibilité de advance et d'être considéré comme étant immobile, ce qui est très fort sur des unités, comme tu disais, armes lourdes, canon laser, on n'a plus notre malus donc on va pas toucher à 5. D'être un peu plus résilient, alors on n'est pas une IRP à -1 et plus un save sur la P à -2. Sur des unités qui ont une save à 5, c'est un peu moins bien mais on est toujours content d'avoir ce bonus-là. Le sort est très bon, hein. Plus 1 PA sur toutes les armes sur une unité, c'est quand même très très fort. Le trait de seigneur de guerre est très fort puisque permet de faire 3 touches sur les 6. C'est pas mal du tout sur un patriarche qui close bien, c'est vraiment sexy.
Le derby de démolition est rigolo, hein, sur des Atalanta Jackals avec les charges de démolition, on peut faire 6 tirs auto, allez, c'est cadeau, je me casse et ça fait du dégât. C'est vraiment un multitâche qui fait à la fois de la mobilité et de la résilience, donc je trouve pas mal. Je trouve que ça fonctionne bien avec le tir, ça fonctionne bien avec le CAC, c'est multitâche. Moi, c'est mon chouchou parce qu'en fait, comme tu le dis, trading de ressources, toi, PA-1 tout le temps. Enfin, en tout cas, disons que vraiment, les lance-flammes ont passé PA-1. Quand t'as ton plan de jeu de te dire, oh, j'arrive à 6, je joue avec mes petits lance-flammes, bâtard. J'aime pas trop. Et je gagne -1 à la perte. Ouais. Enfin voilà, j'aime cet aspect de tout pouvoir synergiser et se dire, ok, cette ressource, elle va sauter. Ça va fiabiliser, c'est bien parce que ça a très bien marché sur de la saturation que, encore une fois, on parle des packs de 20 qui vont tirer sans malus, bah là, en fait, on va avoir envie de jouer ces packs de 20 avec en PA-1 sur tous leurs tirs, ou plus un PA, et ça va être très bien pour être sûr de détruire cette unité-là. On continue avec le credo des princes des pauvres. Là, on va avoir comme règle le zélote ardent qui fait que à chaque fois qu'on va effectuer une attaque de mêlée après un mouvement de charge ou une intervention héroïque ou ça te fait charger, on va avoir un bonus de +1 à la touche et aussi on va ignorer les malus à l'attrition. Ça limite, on s'en fout. C'est cadeau. Le trait de seigneur de guerre, c'est le xénoprêtre. C'est à chaque fois qu'on va faire un test de loyauté, il sera automatiquement réussi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, à chaque fois qu'on va intercepter une blessure parce que on n'est pas à 3 mais à 6 pouces, ça fait partie justement de cette règle-là d'un personnage avec une unité base, ils vont pouvoir prendre les patates. On va avoir comme relique le reléquaire de Saint-André qui permet justement à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre d'avoir une invulnérable à 5 pour les unités bases. Ça fait que c'est les bases. On va avoir comme stratagème la vengeance pour le martyr qui fait qu'on va utiliser ce stratagème quand un personnage ami meurt. Alors toutes les unités justement de son armée, en tout cas de ce culte-là, vont avoir un bonus de +1 pour blesser contre cette unité. Vengeance. Exactement. Et enfin, le sort est une bénédiction qui va passer sur du 5. On va pouvoir choisir une unité amie à 18 pouces ou moins de ce psycheur. Et à chaque fois qu'une des figurines justement vont mourir, on jettera un dé et sur un 5+, ça fera une blessure mortelle à l'adversaire jusqu'à un maximum de 5. Donc là, on est sur une idée de prince des pauvres, c'est-à-dire de masse, buffé avec les persos prêts à sacrifier à tout prix, hein, avec le sacrifice auto. Qui fonctionne avec un principe de vengeance avec le perso qui meurt. Donc effectivement, on va vouloir jouer des masses de figurines en avis à 5, avec le +1 pour blesser si un perso est mort, avec ce principe de sacrifice où tu te jettes et si tu es mort, tu fais des mortels. Je pense que c'est vraiment un gameplay qui va débloquer de la masse, peut-être de la masse d'acolyte ou de la masse de néophyte, ou peut-être les deux. Et je pense que ça peut être rigolo à jouer. Si tu as beaucoup de néophytes chez toi, bah vas-y, fonce avec le prince des pauvres, ça va être très rigolo. Et ça peut bien fonctionner parce que tu vas bien être résilient et en même temps faire du dégât, donc pourquoi pas. Dernier culte connu, ça va être l'hélice altérée. On va débloquer le credo sujet expérimentaux, ça veut dire que les personnes qui ont ce culte vont avoir +1 en force, +1 la caractéristique de mouvement et ne seront jamais blessés sur du 1, on le sait, mais ça sur du 2. Donc un transhumane du pauvre, ça tombe bien, ils sont pauvres. Ah oui, c'est comme ça. Ensuite, le trait de seigneur de guerre, ça va être le bioalchimiste, ajouter 1 à la caractéristique de dégâts des armes du seigneur de guerre. Pourquoi pas. On va avoir la relique élixir du spécimen supérieur qui est le fait qu'on va pouvoir choisir une amélioration génomique à une unité qui n'est pas base ou aberrant. Et si l'armée intègre un biophagus, alors on va pouvoir avoir 2 améliorations au lieu de 1. Le stratagème va être les bio-horreurs monstrueuses. Pour un PC, on va pouvoir tout simplement, à chaque fois qu'on détruit une unité dans une unité, alors au niveau du test de morale de la phase d'après, ça comptera pour 2. On va aussi pouvoir justement ajouter une attaque à chaque figurine de l'unité. Par contre, les dégâts de ces unités-là, alors, passeront à 1. En sachant que ça marche uniquement sur l'abomination, le perso aberrant et les aberrants. Yes. Au niveau du pouvoir psychique, ça va être la déviance mutagène. C'est une bénédiction qui va passer sur du 5. On va pouvoir choisir une unité amie à 12 pouces ou moins et visible du sorcier. Et à chaque fois qu'elle fait un jet de touche non modifié de 6, alors ça sera une blessure automatique. Donc là, on est sur le credo de corps à corps. Il est vraiment axé quasiment que là-dessus, avec plus de mouvements pour aller plus facilement corps à corps, plus de force. Il y a aussi un moyen de faire des persos très burnés avec cette possibilité de donner la picouse, le syndrome génomique, à des personnages ou alors même à des véhicules, pourquoi pas, mais plutôt des personnages pour faire un gros patriarche plus 1 dégât avec le trait, avec un Philopane à 5 et des 6 explosifs grâce au bonus. Et aussi, c'est aussi le credo pour jouer des aberrants puisqu'on a un stratagème qui est dédié. En plus du biophagus qui est dédié, ça tombe bien en fluff, c'est les scientifiques fous, hein, l'hélice altérée, donc c'est logique. Et donc cette capacité de faire une ultra saturation si on a besoin avec les aberrants en tapant pas dégâts 3 mais en faisant plus d'attaques mais dégâts. Yes, même le pouvoir psy, puisqu'encore une fois, il est gratuit. Tous les sorciers justement de détachement long, même un Nika, déjà tu as le +1 en force. Alors tu vas pas forcément aller chercher des paliers super intéressants, tu vas passer de force 3 à 4 ou de 4 à 5. Donc finalement plus blesser un Nika ou ce genre de choses que sur du 5 et sur du 6 pour toucher, faire une blessure auto. Ouais. Sur des acolytes hybrides qui ont beaucoup de volume d'attaque, ça peut être sympa. Ouais. Et on va terminer les cultes en parlant justement des cultes des myriades. C'est ni plus ni moins de fabriquer son propre chapitre. Ce qui est intéressant, et là pour le coup c'est inédit, c'est qu'on va avoir un pool de 4 points
Et on va pouvoir utiliser des traits qui vont de 1 à 4 points en pouvant justement les stacker. On peut pas choisir 2 fois le même, bien évidemment, mais on peut en choisir par exemple 4 à 1 point, 1 à 2, 2 à 1, et ainsi de suite. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué là-dedans? Qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de tester? Et bien en fait, il y a pas mal de traits qui reviennent des autres credos, donc on peut faire un patchwork de certains, après on perd des bonus, surtout on perd les sorts qui sont liés à ces credos-là. Après moi j'aime bien les petits cumuls de bonus à 1 point, puisqu'en fait c'est des petits bonus pas foufou, mais en fait les 4 cumulés sont pas mal. Il y en a un pour faire un Philomena Pain Assist sur les véhicules, on va voir que les véhicules sont très bons. Il y en a un pour faire le mini transhuman, le transhuman du pauvre, qui fonctionne très bien, qui coûte que 1. Il y en a un qui permet d'ignorer tous les malus sur nos armes industrielles, on va voir que quasiment toute l'armée n'a que des armes industrielles. Et le dernier, il y en a un qui permet de très bien fiabiliser le psy, ça c'est important parce qu'on va voir que les sorts sont très structurants dans l'armée, en relançant les jets de 1 et de 2, donc pas mal du tout. Yes, on a fait le tour là de tous les cultes, connus, pas connus, maison, pas maison. Est-ce que tu penses que c'est un codex comme la Sista qui te permet beaucoup de rejouabilité, où tout est équilibré, pas forcément tout fort, mais tout est équilibré, ou là est-ce que tu penses qu'on va souvent être assez monomaniaque, c'est-à-dire soit culte à 4 bras pour le vect, la reroll des charges, même si on va voir que la charge à 8 avec un petit PC, c'est pas un problème en tout cas, surtout sur la multiplication des ressources pour pouvoir justement le faire, ou alors le fait de pouvoir advance et être considéré comme étant immobile avec des armes. Qu'est-ce que tu penses toi au niveau des cultes? Moi je trouve que c'est assez bien équilibré à la lecture de tous ces credos-là et des credos des myriades, il n'y en a pas un qui ressort spécialement. Selon le gameplay, si on joue que du tir, on va forcément aller plus vers la ruche, que du corps à corps vers la lisser le terré, pour des patchwork plutôt culte à 4 bras, culte de la griffe rouillée. Et pourquoi pas culte des myriades pour des trucs un peu plus spécialisés ou pour pareil ce patchwork là. Donc moi actuellement je suis pas du tout arrêté sur un culte, j'ai envie de tout tester et comme on peut pas faire d'alliance sans perdre le tir croisé, en fait je pense que pendant pas mal de temps on va y avoir des tests sur les différents credos, les différents cultes. Est-ce qu'il faut aller chercher 2 sorts différents mais pas avoir le plus 1 pour toucher, le plus 1 pour blesser et ainsi de suite, ou est-ce qu'il faut être monomaniaque, soit aller chercher cette espèce de géométrie, ou alors tout simplement les stratagèmes pour dire ta gueule, tu es justement en tir croisé quoi. C'est ça. Et du coup, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a plein de choses à tester. Et en tout cas, moi, ça me donne envie de tout jouer. Donc, c'est cool. je suis plutôt content. Bien, ouais. On continue maintenant dans la planification magistrale. Ils ont mis un terme pompeux et complexe pour quelque chose de très simple. C'est tout simplement, vous pouvez le faire à partir du moment où vos détachements, il est du culte Jenny Stealer. Chaque amélioration est unique et elle se paye en points. Ouais. Donc, vous allez voir par exemple que pour 20 points en plus pour une unité, on va pouvoir la mettre tapis en attente. Et celle-ci doit être de type infanterie. Et quand celle-ci sera mise en place sur le champ de bataille comme renfort après avoir été placée sous terre, alors elle pourra être placée à 3 pouces de l'ennemi, mais ne pourra pas charger à ce tour. C'est pas mal du tout. Alors, faut savoir que du coup, on n'aura qu'une seule unité. C'est pas mal, c'est mal. Mais il n'y a qu'une seule unité. Donc, en fait, tous ces bonus, vous allez voir, ils sont vraiment très très bons. Mais le souci, c'est qu'il n'y a qu'une seule unité dans l'armée qui va l'avoir, donc il va falloir bien penser à quelle unité on veut voir accomplir ce rôle et comment on va distribuer ces bonus. Mais clairement, ils sont tous très très bons. Moi, en tout cas, à la lecture, j'ai envie de tous les prendre. Yes. Par exemple, pour ton Primus, il va coûter 15 points supplémentaires. Mais alors, cette figurine peut utiliser son aptitude de planification méticuleuse une fois de plus. Et une fois en plus que l'unité a été appelée, alors ça s'appliquerait à 9 pouces pour les unités bases. C'est ça. Et en plus, on peut targeter les unités qui ne sont pas bases, il me semble. Donc, on peut aller targeter les Achille Rage Runner, les véhicules comme ça. Et en fait, pour 15 points de plus, en fait, on double la capacité du perso. Et en plus, on peut cibler des trucs qui n'étaient pas ciblables. Donc, j'achète. Et comme on va en jouer le Primus 1 sur peut-être 2, bah lui, auto. Le souci, c'est comme 2, ça veut dire 2 détachements. C'est ça. Et en fait, on va souvent avoir envie de jouer qu'un seul détachement. Donc, en fait, on n'aura qu'un seul. Donc, pouvoir doubler sa capacité, c'est quand même sympa. Yes. Ensuite, on va avoir l'alchimiste suprême, par exemple, pour le Biophagus, qui, lui, quand vous donnez cette aptitude à une unité, choisissez une unité base ou aberrant de votre armée et donnez une amélioration génomique en plus. Ça, c'est très fort parce qu'en fait, la picouse, l'amélioration génomique, ça se fait dans la bataille. Bah, là, on va pouvoir la faire avant la bataille et la mettre l'unité en FEP. C'est-à-dire qu'on va avoir une unité en FEP qui aura été picousée. Et donc en fait, pas besoin d'être à côté d'elle puisqu'elle fera son truc autonome pour 15 points encore, il me semble. Ça me paraît très très bon pour donner un bonus en plus sur une unité qui ne l'aurait jamais eu. Yes, on va avoir ensuite un piège se referme. Là, ça va coûter 15 points. Quand une unité est placée sur le champ de bataille comme renfort après avoir été placée sous terre jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une unité charge, alors on va pouvoir jeter un dé supplémentaire et défausser le plus bas. Grosse fiabilisation de charge à 8, on le rappelle. Ah bah oui, mais c'est excellent parce qu'on va pouvoir vraiment fiabiliser sa charge. On va voir que souvent on va avoir envie de charger avec une seule unité pour être sûr de la fiabiliser. Et là, avec ça, en fait, on peut arriver, charger, très fiabiliser, détruire l'unité, et on va voir qu'on va pouvoir repartir en FEP après avoir tapé. En fait,
C'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve ça génial. Au moment où tu vas faire ta liste, et souvent, aujourd'hui, on le voit avec cette V9 qui commence vraiment à être très mature, quand tu fais ta liste, tu penses au secondaire. Et là, tu vas dire, attends, cette unité, je vais la payer plus cher, je m'en fous, elle va être à 3 pouces, soit parce qu'elle va asmater mon adversaire avec de l'attrition de tir, avec des lance-flammes, pourquoi pas avec une PA supplémentaire, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ainsi de suite, ou alors pour que tu m'empêches jamais de faire mon Octavius, mon quart de table, et en plus de ça, l'unité qui, elle, va être faite pour tataner quand je vais la dessiner et l'intégrer à ma liste, elle va charger à 3d6. Donc vraiment, tu peux tout faire. En fait, il y a plein d'ouvertures stratégiques parce que cette FEP à 3 pas, ça peut aussi prendre les objectifs de l'adversaire, ça peut aussi déclarer l'exposé, de faire un trait entre deux unités pour la phase de tir. Tu arrives derrière l'ennemi, tu fais ton trait d'unité derrière l'ennemi, en fait, quasiment toute ton armée après est considérée comme étant exposée sur l'adversaire et on peut le défoncer tranquillement. En fait, ça ouvre plein de possibilités de jeu. Ok, ton plaisir, tu prends défenseur. Ok, je m'en fous, tu joues contre l'homme. On est des filous, je sais pas. Ensuite, on va avoir l'embuscade parfaite qui, elle, va coûter 15 points. Ça va être justement unité tir croisé uniquement, qui dispose donc au niveau de leur datasheet de cette aptitude-là. Quand une unité est placée sur le champ de bataille comme renfort, après avoir été placée sous terre, vous pouvez utiliser cette aptitude dans ce cas. Choisissez unité ennemie à 12 pouces ou moins et jusqu'à la fin du tour. Quand en gros, elle va pouvoir tirer contre cette unité ennemie, alors elle sera considérée comme étant tir croisé et étant exposée. C'est-à-dire cette unité d'infanterie ou de moto qui arrive en FEP à 6 pas, sûrement pour tirer, aura plus un touche, plus un bless, gratos, sans avoir à payer quoi que ce soit. Encore une fois, c'est très très bien sur une unité sur laquelle on veut voir ce rôle de j'arrive, je tire, je tue. Yes. Ensuite, on va avoir de toutes les directions. Pour le coup, c'est une amélioration qui va valoir 10 points, que 10 points. En gros, ça va être le fait de pouvoir placer gratuitement une unité. Il n'y a pas de point de puissance, il n'y a pas de nombre de figurines, donc ça pour le coup c'est très très fort. Il n'y a pas infanterie ou quoi, on s'en fout maintenant. Elle va être placée automatiquement en renfort stratégique, donc encore une fois gratuitement. Normalement ça coûte des PC, là que dalle. Et en plus de ça, par rapport à l'arrivée des renforts, on va considérer le round en cours supérieur de 1. C'est-à-dire que round 1 on est considéré comme round 2, c'est-à-dire qu'on a le droit de le faire. Donc on a le droit d'arriver des renforts stratégiques au premier round de bataille. Et ça veut aussi dire qu'à partir du round de 2, on a le droit d'arriver par le côté du bord de son adversaire. Dans sa zone de déploiement. Ouais, c'est ça. Et c'est pas mal du tout parce qu'en fait, on n'avait pas de possibilité de faire de faible tour 1 comme tout le jeu en fait. Et là, on va avoir cette possibilité d'arriver. Bon, après, c'est limité, ça, 6 pas du bord de table. On n'arrive pas à 8, mais à 9 parce qu'on est en réserve stratégique et pas sous terre. Mais on a quand même cette possibilité de tour 1 d'aller agresser l'adversaire soit avec des tirs, soit en tentant la charge à 9, il y a là. Et c'est pas mal du tout. Yes. Après, on va avoir la méditation dans l'ombre. C'est un peu cher parce que là, pour 15 points supplémentaires, un Psyker va pouvoir justement connaître un sort supplémentaire. Mais il ne pourra pas le lancer. C'est ça. Ça peut être pas mal si on a qu'un seul Psyker dans l'armée. Typiquement, si on prend que le Patriarche. Petit format alors. Petit format ou alors gros format avec vraiment tu vas économiser des points. Mais en fait, tu vas pouvoir avoir un troisième sort pour être plus adaptable, mais c'est pas auto-inclus. Ensuite, on va avoir pour voir point l'excavation. On va pouvoir, avant la bataille, si cette unité est placée sous terre, elle peut effectuer une excavation dans ce cas lors de l'étape de résolution des aptitudes d'avant la bataille de la séquence de mission. Choisissez un élément de terrain. Ce terrain perd le trait défendable, couvert lourd, couvert léger et exaltant. Il gagne le trait terrain difficile. Et voilà, typiquement, le mec. Les sauvegardes, c'est ça. Le mec, il se croyait pépère dans sa ruine avec sa save, je sais pas, à 2 ou à 1. Paf, tu pètes le décor, du coup, pas de couvert léger. Et en plus, quand il va vouloir se traballer à travers, il aura moins de mouvement, c'est cadeau. Malheureusement, ça marche pas avec le couvert dense. On va pas confondre couvert lourd et couvert dense. Donc, on peut pas excaver une forêt. Pour dire, j'ai le tour 1 ou pas, et derrière, t'as pas moins 1 pour être touché. Boum, voilà, non, c'est pas possible. Ensuite, il y a Ilver dans dessous, où là, pour le coup, ça coûte 10 points. On va pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle figurine qui n'est pas un véhicule. Si elle est placée en une embuscade, au moment où on va pouvoir justement révéler le plan embuscade, on va avoir deux choix, de retirer le pion embuscade et de mettre à la place l'unité sous terre. Ouais. Ou alors, après avoir placé cette unité grâce à un pion embuscade, elle peut effectuer un mouvement normal, comme si c'était votre passe de mouvement. Mais alors, on le rappelle, elle ne sera plus de 9 pouces de toute figurine ennemie, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir back à la fin du tour 1 si on est le joueur 2. Ou avancer. Ou avancer, oui. Et en fait, plutôt avancer. Parce qu'en fait, on va avoir cette possibilité, pourquoi pas avec des unités très mobiles. Moi, je pense directement au Jay Stealer pure souche, de faire leur mouvement de 8, donc d'avoir un pré-move avant même qu'il puisse bouger encore de 8, plus advance, plus charge. Donc en fait, pour encore une idée, cette agression tour 1, ou alors de se positionner en milieu de table, en fait, c'est très intéressant comme bonus. Et enfin, la dernière planification va coûter 15 points, c'est notre approche. C'est la première fois que cette unité est choisie pour combattre, alors ajoutez un à sa caractéristique d'attaque, mais ça ne se cumulera pas avec la force occulte qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça pourrait permettre de faire du contre-close assez facilement quand on veut pas jouer la force occulte pour des raisons de slot de sort. Typiquement, on peut prendre ça sur une unité pour qu'elle close un peu mieux. Bon, après, on verra que c'est pas compliqué à passer à force occulte. Il y a d'autres façons de monter l'attaque, donc ça me paraît pas non plus le meilleur. En tout cas, pour conclure sur les planifications, c'est un petit peu ce que tu as dit, c'est très fort. En fait, à chaque fois que tu décides dans ta liste et qu'une unité a un rôle, c'est-à-dire,
C'est comme ça que tu fais une liste en général. Ouais. Tu as des rôles à chacune des unités. En général, on n'aime pas dans Warhammer 40 000 ce qui est hybride parce que ça coûte trop cher. Parce qu'on aime justement donner un rôle. Soit tu es là pour tanker, soit tu es là pour faire du damage en mode glace canon et tu meurs derrière, et ainsi de suite. Donc le fait de pouvoir le faire et de rendre ultra burné les unités dans leur propre rôle, c'est très fort. Moi, c'est ma règle préférée du codex, cette planification magistrale, parce que ça permet vraiment de s'adapter, de penser en amont ses stratégies. De toute façon, c'est ça le QG. Il faut vraiment avoir tout pensé avant même que la partie arrive, ce qu'on va faire avec ces unités pour que ça marche bien. Et là, ça a vraiment poussé ça en donnant des bonus très puissants à ces unités couteau suisse. Et donc, moi, je suis très content de ces bonus-là, et c'est ce qui va permettre de bien fonctionner dans le rôle de chaque unité. Il y a des mecs qui pensent que l'humain n'utilise que 30% de son cerveau. Et bah, ça, c'est des jeux cultes habituellement. Et puis derrière, tu leur mets un 20. Voilà. Parce que t'étais capé à 100%, bâtard. Merde, fais chier. Au niveau des traits de seigneur de guerre maintenant, on va voir le premier, ça va être l'objet d'adoration tant qu'une unité amie, culte base ou culte Ginster pure souche est à 6 pouces ou moins de ce seigneur de guerre, alors cette unité est éligible pour effectuer une intervention héroïque comme s'il était un personnage. Ensuite, on va avoir Rôdeur des ombres qui fait que à chaque attaque effectuée par contre ce seigneur de guerre, on va soustraire 1 au jet de touche. On va avoir l'adaptation Bomberfic qui fait qu'on va pouvoir augmenter l'attaque et l'endurance pour le coup du seigneur de guerre de 1. On se rappelle que tout à l'heure, on peut quand même lui donner plus 1 dégât, donc on peut aussi en faire un petit ton. Ensuite, on va avoir l'agitateur discret qui fait qu'une fois par tour, quand ce seigneur de guerre est sujet à une charge, alors il va pouvoir faire un mouvement normal de 6 pouces. Pourquoi même. C'est pas mal. Comme c'est un mouvement normal, il pourrait réembarquer, si jamais on décide de jouer des véhicules et ainsi de suite. Non mais faut faire ça, putain. C'est vrai, ça, j'avais pas vu, c'est rigolo, le patriarche, poup, poup, poup. Je rembarque, Il allez, est ciao. rentré dans le convoi. On va avoir Xénomajesté qui fait qu'on va ajouter 3 pouces aux capacités d'aura de ce seigneur de guerre et ajouter 3 pouces aussi aux aptitudes de chacal, de planificateur méticuleux et de cible prioritaire. On va aussi avoir un bonus de plus 3 à la portée de mouvement de ce seigneur de guerre si celui-ci a les aptitudes chacal, planificateur, enfin en gros tous les buffs. Et enfin, on va avoir comme trait vitesse surnaturelle à chaque fois que ce seigneur de guerre effectue une attaque de mêlée, vous pouvez relancer un jeu de touche. Et au début de la phase de combat, si ce seigneur de guerre est à portée d'engagement d'unité ennemie, il peut combattre en premier à cette phase. Pour moi, celui qui ressort le plus, c'est l'agitateur discret, donc le poup poup poup, quand le mec te charge, parce que c'est très fort, ça permet de se rembarquer, ça rend ton patriarche, c'est surtout sur patriarche que je le vois, quasiment inchargeable. Non seulement inchargeable, mais en plus, si le mec fait l'erreur de faire une multicharge, puisqu'il peut plus charger ton patriarche, mais il peut plus non plus charger ce qu'il chargeait en premier lieu ou les autres unités. En fait, c'est vraiment pas mal, ça peut permettre de te planquer ou alors de faire de contre-FEP, parce que ça rend virtuellement inchargeable à la FEP ce personnage. Je me demande si ça sera faqué, parce que tu sais, par exemple, on a l'Adeptus Mechanicus qui est un stratagème, quand ils sont déclarés comme charge, ils peuvent bouger, mais t'as le droit, toi, en tant qu'adversaire, de changer ta cible de ta charge. Là, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, donc c'est très très fort, on verra si c'est changé. Logiquement, ça pourrait être changé, puisque c'est dans la logique de, vu que t'es plus éligible, bah, logiquement, je te charge plus. mais là, c'est pas le cas. Exactement. On va ensuite passer justement à la discipline de l'esprit couvain. Comme tu l'as dit, la discipline est très structurante dans son gameplay et de toute façon tu intégreras à minima un sorcier. La hiérarchie même, justement en tant que soit le patriarche, soit le magus sont des sorciers. Donc de toute façon tu vas les exploiter. Le premier sort c'est l'hypnose de masse qui va passer sur du 7, c'est une malédiction. S'il est manifesté, choisissez unité ennemie à 18 pouces et visible du psycheur jusqu'à début de prochaine phase psychique. Soustrayez de 1 la caractéristique d'attaque des figurines de cette unité. Il n'est pas précisé pour les petits malins que c'est jusqu'à un minimum de 1. Donc à voir, je sais qu'aux États-Unis quand ça avait été justement exploit, il y avait eu le cas où en fait je pense que attaque. ce sera un minimum de 1. Et enfin, un bon vieux fight last, c'est-à-dire tu tapes en dernier. Et ça c'est très fort. C'est très bon, c'est très très bon. Ensuite, on va avoir le contrôle nerveux, qui est une malédiction qui passe à 6, qui marche à 18 pouces et visible du psycheur. Chaque fois qu'une figurine de cette unité effectue une attaque, soustrait 1 au jet de touche. Et si le résultat du test psychique est supérieur ou égal à la caractéristique de commandement, alors soustrait 1 à la caractéristique de commandement de cette unité et au test d'attrition. Ouais, c'est surtout le moins un touche qui est intéressant. Après, le bonus au moral, c'est toujours compliqué de faire fonctionner les bonus de morale. Mais là, on a un moins un touche qui est séparé du fight class. Pourquoi pas? C'est pas mon préféré. Yes. Ensuite, on va avoir la rafale psionique qui va être feu sorcier à 5. S'il est manifesté, on va pouvoir choisir une unité ennemie à 18 pouces visible du sorcier. Pour la sélection de cette unité ennemie, à moins qu'elle soit à portée d'engagement de ce psycheur, la règle attention messire s'applique. Cette unité va prendre des 3 blessures mortelles et si le résultat du test psychique est supérieur ou égal à la caractéristique de commandement, alors ça sera 3 blessures mortelles flat. Ouais, un petit smite-like, c'est pas foufou, pourquoi pas, pour faire pas mal de mortels, mais c'est compliqué. C'est ça, en fait, de toute façon, t'as le châtiment naturel et t'as le fight last. C'est ça, de base, t'as tes 2 sorts en ouais. général. Ensuite, on va avoir l'agression mentale qui va passer sur du 5, qui va fonctionner à 24 pouces du sorcier. On va jeter 4 D6, et pour chaque résultat de 5+, ça sera une blessure mortelle. Si au moins une figurine de cette unité est détruite, justement, suite à des blessures mortelles, alors on va répéter le processus en diminuant à chaque fois le nombre de dés de 1.
Mais c'est pas mal ça sur des petites unités. Moi je pense à l'Arlequin, à l'Eldar, tous ces mono PV. En fait, on va pouvoir en faire. On lance 4D, bah tiens, il y a 2 mortels. On lance 3D, allez, 2 mortels. On lance 2D, avec un peu de chance, on peut continuer ça jusqu'à lancer le dernier dé. Et faire quand même 3, 4, 5 mortels sur ces petites unités-là. C'est mon sort préféré en offensif. Ensuite, on va avoir le Stimulus Psychique, qui est une bénédiction qui va passer sur du 6, qui va pouvoir cibler une unité du même culte à 18 pouces et visible du Psycheur. Et jusqu'à la prochaine phase psychique, cette unité sera éligible pour tirer et ou déclarer une charge lors d'un tour où elle a battu en retraite ou advance. Donc c'est le paroxysme tyrannide, et les figurines de cette unité ne subissent pas de pénalité pour leur jet de touche si elles ont advance avec une arme d'assaut. Et enfin, le dernier sort, ça va être le Force Occulte, qui est une bénédiction qui va passer aussi sur du 6. Et en gros, tout simplement, on va ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des figurines de l'unité ciblée. Alors du coup, dans ce domaine-là, les 3 sorts moi, que je note vraiment, c'est le plus une attaque, parce qu'on a besoin de fiabiliser le fait de détruire l'adversaire. Quand on le loupe, généralement, lui ne loupe pas. Ensuite, on a le Fight Last. C'est toujours très intéressant, le Fight Last. Vraiment un vrai couteau suisse. Je pense qu'il va être quasiment auto-inclus. Ouais. Et le dernier, c'est l'Advance Charge. Alors on va pouvoir voir qu'avec un stratagème, on peut Advance Charge avec tout ce qui est acolyte. Mais sur des aberrants, sur des persos, on a envie d'Advance Charge, et du coup, avoir cette possibilité de le faire, je pense surtout aux aberrants, ça peut débloquer des gameplays, donc c'est pas mal du tout. On continue cette fois-ci avec les reliques. On va continuer de pouvoir justement faire des améliorations qui ont en plus des coups en points et ainsi de suite. Il faut quand même que chaque entrée de sa liste va être unique. Ça, c'est assez cool. Je vais commencer. Moi, ça va être les balles de Crowdwyrm, parce que Kellermorph, parce que le pistolet... Je pense qu'ils sont tous mexicains, par contre. Tu vois, c'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est sûr. C'est dans le contrat. Regarde, il est là. C'est dans l'ADN. C'est page 4. En tout cas, c'est le fait de pouvoir remplacer ces balles. Je rappelle, le Kellermorph, c'est le pistolero qui, à chaque fois qu'il touche, justement, on va pouvoir retirer, et ainsi de suite. Là, en gros, il va passer à côté de son pistolet automatique libérateur, c'est-à-dire le pistolet qui fait des blessures mortelles sur du 6 et qui permet de cibler les personnages. Mais ça, on s'en fout. Je me rappelle que quand le Kellermorph était sorti, il avait quand même fait énormément parler de lui. Il était super fort. Le truc, il était capable de clean 10 orques ou des trucs comme ça. Il faisait 6 tirs, puis en fait 12 touches, et après blablabla, dégâts 2. C'était énorme. Et ben là, justement, il va pouvoir passer portée 18, donc peut-être même une utilisation différente de ce qu'il fait. Ouais. Et derrière, de faire lourd 1, il en a 3, ça fera donc 3 tirs pour le bonhomme. De force 6, perd moins 3, dégâts flat 3. Bah, c'est pas dégueu, hein, sachant que chaque touche qu'il va faire, il va retirer. Et après, il y a une nouvelle règle où il peut se déplacer après avoir tiré. Donc en fait, on a ce petit gars porté 18 qui va sortir du décor et qui va repartir. C'est plutôt des pou-pou-pou. Et là, c'est plutôt des gros dégâts 3. C'est la manienne, c'est vrai. Mais bah, toutes les petites unités, on pense, les custos, ils ont 3 PV, non? Et bah voilà, ces petits messieurs-là, ils vont pas aimer. Non, clairement, ouais. La deuxième relique qu'on a pu repérer, c'est l'orbe de subjugation qui nous permet de abjurer le sorcier une fois de plus avec un personnage Psyker, et en plus de pouvoir l'abjurer partout sur la table et pas être limité à portée de 24. On pense à des sorts très structurants tels que le Warp Time qui vous permet de bouger 2 fois, et ça vous permet vraiment Tu peux pas te cacher, t'as intérêt à le passer, sinon ça n'existe plus. Et en plus, on a plus simple pour faire ces tests psychiques sur les sorts de feu sorcier, donc de létalité, ou les sorts de malédiction, donc on pense au Fight Last par exemple. Et dernière relique qu'on a décidé justement de mettre en avant, même si pour le coup il y en a d'autres, ça va être le relais crânien, ça va être figurine The Nexus uniquement, hommage en tout cas à l'ancienne datasheet de cette figurine là, puisque historiquement il rendait les PC. Et ben là ça va être la même chose, puisque en gros dès qu'on dépense un PC, on va jeter un dé sur un 5+, celui-ci sera récupéré. Je rappelle qu'on est capé à 1 par round de bataille au niveau de cette récupération là, et aussi le porteur peut utiliser coordinateur stratégique une fois de plus par tour. C'est le fait ni plus ni moins, un petit peu comme les datacables au niveau justement de l'ANMEC, de se dire toi tu as le droit d'utiliser cette aptitude même si t'es pas à 6 pouces ou 9 pouces si tu avais le trait qui permettait d'étendre ta bulle. Ça me paraît être la meilleure relique puisqu'on va souvent payer un PC pour l'obtenir et qui va être rentabilisé gratos, en plus d'avoir cette coordination stratégique 2 fois. Donc c'est vraiment autant inclus pour moi relique si on joue un Nexus. On passe maintenant au stratagème. Ici, on va parler des stratagèmes qui vont être génériques et on parlera des stratagèmes avec les combos sur chaque datasheet quand ils en ont un. On va commencer par transpercer, ça vaut 1 PC, utilise stratagème en phase de combat quand une unité de Cult Janister votre armée est choisie pour combattre. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine de cette unité effectue une attaque avec une arme industrielle contre une unité ennemie de monstre ou véhicule, vous pouvez relancer le jet de blessure. Du coup, c'est très très bon parce qu'on a beaucoup d'armes industrielles chez le culte dans toutes nos unités et ça nous permet vraiment de fiabiliser ces armes-là. Donc pour un PC, c'est vraiment gratos. Perceuse, ponceuses, et qui sont dédiés à tuer les véhicules et les monstres. Donc encore fiabiliser ça, moi je prends. Faire repasser n'est pas inclus, on le verra dans l'arsenal. C'est ça. C'est pas industriel. Je suis déçu. Ensuite, deuxième stratagème, ça va être l'avance rapide pour un PC. Utilisez stratagème à votre phase de mouvement quand une unité culte de Genestealer, de motard ou de véhicule de votre armée advance n'effectuez pas le jet d'advance à la place. Elle advance automatiquement de 6. C'est très très fort, ça fiabilise énormément l'advance. On le voyait tout à l'heure, excuse-moi, mais l'advance plus action. L'advance plus action à de 6, l'advance se charge avec le sort sur 6,
On a plein d'unités qui advance sa charge nativement, le J-Stealer, le Patriarche. C'est vraiment très 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 bon. Ça advance auto assist pour un seul PC. Parfait. Ce qui est rigolo, c'est exactement comme les tyrannides. C'est-à-dire que quand tu rates ton sort avec ta advance, c'est que t'es là. Et ben là, t'as l'air trop con. Et ben là, en plus, ça t'aura coûté un PC de plus. Et ça, je trouve que c'est beau. Ça, c'est encore mieux. Parce que je ne joue pas culte. Et bam. Eh ben j'ai parlé trop vite parce que si jamais t'as claqué un PC pour faire ton Advance Assist, même si l'autre te deny justement le sort, donc en fait le contre, toi tu vas pouvoir avoir lignée génétique pour un PC. Le fait d'utiliser cette stratagème à la phase de charge, donc c'est vraiment séquencé, c'est encore plus intéressant, c'est après la phase de psy. Choisissez unité d'acolyte hybride ou de métaphore hybride de votre armée jusqu'à la fin du tour. Cette unité peut charger lors d'un tour où elle a Advance. C'est excellent. Combiné avec l'Advance Auto Assist, on a vraiment cette possibilité de bouger de 12 puis de charger automatiquement une unité avec cette capacité-là. C'est très bon, en plus on peut avoir deux unités qui advancent sa charge, puisque une avec le sort, une avec ce stratagème-là, si c'est un acolyte hybride ou métamorphe. Franchement, c'est parfait. Yes, un autre qui est très rigolo, bon c'est moins fort mais c'est rigolo, c'est le fait de pouvoir piéger un objectif. Pour un PC, on va pouvoir prendre justement à la fin de son tour un objectif qu'on contrôle, le piéger, et quand une unité ennemie arrivera, on jettera un dé dépendamment du résultat, alors on fera un nombre de blessures mortelles. J'ai kiffé parce qu'ils ont quand même précisé, vous ne pouvez pas choisir de piéger plusieurs fois le même pion. Pas drôle là. T'imagines T'as vu la pile d'explosifs aussi. C'était à 5ème round, le mec il a la non, je suis joueur numéro 2. Ils sont 5 des 3 mortels, t'imagines le gars. Un building sur la gueule. Mais il était caché ce J'ai perdu 0,20, mais à côté de ça, je t'ai mis un building sur ta gueule. Tu vois, je serais pour qu'on fasse sauter cette dernière ligne. C'est quoi, je vais l'effacer tout de suite. Tu vois, c'est énorme. En tout cas, c'est dans l'idée en tout cas du codex, je trouve ça assez rigolo. Et puis en vrai, on sait que l'adversaire va aller sur les objets, c'est le but du jeu. Donc en fait, on est quasiment sûr de mettre de la mortelle. Et en fait, en fin de partie, on a tendance à prendre les objets avec des petites unités ou des petits persos. La possibilité de se prendre 3 mortels cash, ça fait pas plaisir. Carrément. Ensuite, on va voir le retourner dans les ombres. Stratagème iconique justement de ce codex. Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'avait pas dit, mais on a perdu l'utilisation du décor. Et on le rappelle, l'ancien décor, l'ancienne fortification justement de l'ancien codex permettait de renvoyer une unité justement par tour. Or là, on ne peut plus le faire, ça va être justement l'utilisation de ce stratagème. Utilisez ce stratagème à votre phase de mouvement. Quand une unité d'infanterie de votre armée est choisie pour se déplacer, ou après qu'une unité infanterie à la phase de combat ait été choisie pour combattre, si cette unité est à plus de 6 pouces de toute unité ennemie, retirez-la du champ de bataille, et à l'étape de renfort suivante, elle pourra arriver à 9 pouces de toute figurine ennemie. Je pense qu'on a là le stratagème le plus fort du codex, puisqu'il nous permet d'arriver en réserve, de charger, de tuer l'adversaire, et de ne pas subir le contre-coup de l'adversaire en se barrant après avoir détruit l'adversaire. Bon, après, il faut être sûr de le détruire. C'est là où tous les sorts de fiabilisation et d'augmentation d'attaque sont très bons. Mais on a vraiment cette capacité d'arriver, détruire, repartir, gratos, et je pense que ça va être structurant. Je pense qu'on va le claquer à chaque tour en culte de J-Stealer. Et c'est juste parfait, en fait. Nickel. Même si on a loupé sa charge, on loupe sa charge parce que pas de chance, je repars quand même et au prochain tour, je la louperai pas. Voilà. Ensuite, au niveau des stratagèmes, on va voir qu'il y en a plein qui sont super. Pour un PC, le fait de pouvoir par exemple rendre la portée d'un sort sans limite. Donc ça, c'est toujours sympa. On va avoir un sort pour un PC qui va dire, écoute, toi, si jamais de toute façon, t'avais un marqueur tir croisé, tu pourras pas tirer en état d'alerte. On verra avec les taux, ou en tout cas, c'est toujours ok. C'est pas mal. Puisque comme on tank pas, on n'a pas envie de perdre quelques figurines avec des disqueuses ou en tout cas des foreuses et ainsi de suite. Un qui va être très fort aussi, c'est l'assaut coordonné. Pour un PC, stratagème au début de la phase de combat, choisissez une unité ennemie avec un pion tir croisé et à portée d'engagement d'une unité culte de J-Stealer de votre armée jusqu'à la fin de la phase. Cette unité ennemie n'est pas éligible pour combattre avant que toutes les autres unités l'aient fait. Donc bien préparé, ça permet de fiabiliser à 100%. On parlait tout à l'heure du sort qui loupait pour le Fight Last. Là, pareil, t'as moyen de fiabiliser ça en disant j'ai créé un marqueur tir croisé en tirant, je sais pas, au lance-flamme sur une unité. Après, je la charge. Comme tu as un marqueur tir croisé, tu auras Fight Last et ça me permet d'être safe. Ou sur 2 unités. Ou sur 2 unités avec le sort. Donc on peut avoir des multi-agressions, ça c'est quand même intéressant. Yes. On a fait le tour des stratagèmes structurants, on parlera des stratagèmes justement spécifiques à chacune des unités, mais là on a vraiment tout vu. On a vu justement les reliques, on a vu les traits de seigneur des guerres, on a vu là les stratas, enfin c'est hallucinant comme tu le disais, le jeu est décuplé dès que tu as un plan de jeu. La puissance du codex, elle se lie par ton plan de jeu, quoi. Et c'est compliqué à prévoir entre tous ces stratagèmes, reliques, traits de seigneur de guerre, les planifications magistrales qui en fait subliment tout ça en allant vraiment chercher des rôles très spécifiques. On se retrouve avec des possibilités de jeu assez énormes et on verra que les datasheets en plus correspondent à ça en offrant encore plus de possibilités de jeu, quoi. On passe maintenant au chapter approve, c'est-à-dire aux objectifs secondaires du codex culte. Ici, le premier va faire partie de la famille Opération Clandestine, donc déjà mauvais point, parce que c'est avec justement tout ce qui est Octavius, enfin tout ça, donc tout ce qui est facile, exactement, c'est propre. Tout ce qui est facile et propre. Voilà. On va avoir le sabotage de la localisation critique. En gros,
Après avoir justement choisi les zones de déploiement, l'adversaire va avoir à placer 2 pions qui doivent être à 9 pouces des bords et à 9 pouces des autres objectifs. Et en gros, on pourra faire une action. Dépendamment du tour sur lequel on va faire l'action sur un de ces 2 marqueurs, on va marquer un nombre de points de victoire. Si on arrive round 2, alors ça sera 9 points de victoire. Si on arrive round 3, ça sera 7 points de victoire, et ainsi de suite. Mitigé. Ouais, c'est l'adversaire qui choisit vos conditions de scorage de points de victoire, donc c'est vraiment compliqué. C'est lui qui va placer les pions, qui va pouvoir jouer autour. En fait, vous laissez vraiment l'adversaire choisir votre plan de jeu, et c'est mauvais puisqu'on voit que le culte veut faire l'inverse. Il veut forcer l'adversaire à suivre son plan. Donc si on commence à laisser l'adversaire choisir le nôtre, ça devient compliqué. Yes. Après, mis sur table, on se rend compte aussi du fait que, dépendamment des scénarios, enfin des déploiements, l'autre va pas avoir le choix que de les mettre au centre, en tout cas sur les côtés, à 9 en fait, de faire des triangles magiques comme ça. Donc, le seul problème pour moi, c'est surtout que ça en opération, enfin ça rentre dans opération clandestine. C'est ça. Donc laver les bannières, la data, c'est vrai que c'est des objets qu'on fait déjà très bien en culte, donc on voit mal aller chercher un objectif qui soit compliqué à scorer. Yes. Ensuite, en suprématie militaire, on va avoir la nuée du couvain. À la fin de votre tour, marquez un point de victoire pour chacune des points suivants validés, jusqu'à un maximum de 4 par tour. Vous avez plus de figurines que l'adversaire dans sa zone de déploiement. Vous avez plus de figurines que l'adversaire dans votre zone de déploiement. Et vous avez plus de figurines que votre adversaire sur le champ de bataille en dehors de toutes les zones de déploiement. Et dernière chose, c'est si les 3 cas suivantes sont validés, vous marquez un point en plus. Pas mal du tout. C'est dans la même catégorie que engagé sur tous les fronts. Donc la prise de terrain, on voit que sur des codex qui n'ont pas beaucoup de figurines, ça va être quasiment pris automatiquement. On pense à tout ce qui est Imperial Knight, Custodes, Chevalier du Chaos. En bougeant de 3 pouces, tu vas systématiquement marquer entre 2 et 3 points en fait. C'est ça. Et en fait, c'est excellent parce qu'on a juste à FEP chez l'adversaire, on a plus de figurines que lui et du coup on va marquer 4 points, fin de tour. 4 points qu'on peut scorer du coup 5 fois. Donc en fait, on va très rapidement, c'est-à-dire même si on reste que chez soi et que l'adversaire bouge pas, c'est 5 points gratos. Donc en fait, on a juste à aller envoyer à la fin de notre tour des mecs au milieu, c'est 10 points gratos. Et si en plus on arrive chez lui, ça va très rapidement vers les 15 points. Donc vraiment un très bon secondaire sur les armées qui sont pas populeuses. Yes. Et enfin le dernier, dans la catégorie exterminer l'ennemi, on va avoir l'embuscade à la fin de votre tour, marquer les points de victoire ainsi. Marquez un point de victoire si au moins une unité ennemie a été détruite à ce tour en ayant un pion tir croisé. Marquez un point de victoire si au moins une unité ennemie a été détruite par ce tour par des unités qui ont été placées en embuscade ou sous terre à ce tour. Et marquer un point de victoire si au moins une unité ennemie a été détruite à ce tour par une attaque de tir effectuée par des figurines de votre armée et que cette unité est explosée. Ça fait beaucoup pour faire ces conditions-là. Moi, je le trouve compliqué à faire puisqu'on gagne des points quand on tue en arrivant des renforts, sachant qu'on arrive des renforts que tour 2, tour 3. Bon, on a pu voir qu'on peut arriver tour 1, tour 2, tour 3 et arriver après si on repart dans les ombres, mais c'est compliqué à mettre en place, il faut être sûr de détruire. Et même si on détruit, on met que 2 points ou 1 point. Ou alors, il faut vraiment que le mec soit tir croisé, exposé et qu'on l'ait tué. C'est beaucoup de conditions pour juste 3 points max. Donc, moi, je le trouve compliqué à justifier celui-ci. Après, à voir selon l'armée en face. Effectivement, on peut avoir beaucoup d'unités très faciles à détruire. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est pas celui qui m'attire le plus. Comme tu l'as dit, là, si on fait le tour justement du Chapter Approve, la suprématie militaire de nuée de couvent, elle est vraiment facile. Enfin, dépendamment de si t'as le tour 1, c'est encore plus facile. Tu sais que ce tour-là, tu vas marquer beaucoup plus de points et ainsi de suite. T'as juste à sortir de ta zone de déploiement et justement dans le No Man's Land, t'auras plus de figurines que l'autre et ainsi de suite. Non, c'est vrai qu'il est assez simple à scorer. Après, ça pousse à jouer une armée plus populeuse, donc c'est peut-être moins de véhicules, moins de Goliath, etc. Et surtout, ça s'adapte à l'adversaire. On pense à, je sais pas, une marée de GI en face, lui aussi, il est aussi nombreux, donc il y a un moment... Mais il a moins de morale. Mais il a moins de morale. Il a pas le plus d'eau, complètement. Attention. On passe maintenant au datasheet. On va commencer par le plus haut gradé du culte, à savoir le patriarche. Il vaut 140 points. C'est une machine à peindre. Il bouge de 8, il touche à 2 au corps à corps, 4 au tir. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'a pas d'arme de tir. Il a force 5, endurance 5, 7 points de vie, 6 attaques, commandement de 10, invulnérable à 4. Il est équipé de serre de patriarche qui va être force utilisateur, PA-3, dégâts flat 2, relance des blessures, et pour chaque jet de blessure non modifié de 6, il passe directement PA-6. Et dégâts flat 3. Il va avoir comme aptitude dissimulation, on l'a vu, c'est au déploiement. Ensuite, idole vivante, c'est une aura à 6 pouces de lui, et il donne ça à tout le mot-clé culte, le fait de ignorer les malus au test d'attrition. Ouais. Donc à la limite, ça, on s'en fout. Une invulnérable à 4, et bien évidemment, parce qu'il a aussi le mot-clé Genie Stealer de pouvoir advance et charge. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour ce petit monsieur à 140 points ? C'est le seul à pas avoir la règle loyauté aveugle. Je suis tristesse. Non, c'est vraiment un gros patron de cape. On est typiquement sur les persos moins de 10 PV, donc qu'on peut écranter avec ces personnages qui closent très bien et qui, même si on va le choper, est compliqué à détruire parce qu'un vu à 4.
7 PV, on peut l'améliorer avec des traits de seigneur de guerre reliques, mais en plus, les figurines amies peuvent prendre les PV à sa place. Donc, vraiment très difficile à tomber. C'est un peu le boss de l'armée, quoi, qui va être au centre, qui va fiabiliser tout le monde. C'est un sorcier, il fait 2 sorts. Il en connaît 2 aussi, même 3 avec son sort de culte. Donc vraiment très utile. Et puis un bon petit contre-close anti-perso dans l'armée. Donc franchement top. Je pense que si on joue que Stealer, il faut jouer un patriarche. La question, c'est est-ce qu'à 140 points, quand tu vois justement, 140 points, il est très bon marché. Ah oui. Est-ce que c'est le genre de figurine qui te pousse à aller chercher un deuxième détachement? Pourquoi pas, ça peut être le cas, mais après on voit qu'un deuxième détachement c'est des CP en moins, on a très besoin de ces points de commandement pour utiliser toutes les règles du culte. Surtout que là, c'est vraiment le premier codex. En SM, on le sait, tu gardes un PC dans ta poche chaque tour, voire 2, parce qu'à chaque phase, c'est transhumane. Là, c'est évident qu'à chaque fois, tu vas avoir envie de te barrer, à chaque fois, tu vas avoir envie de fiabiliser les... Enfin, tu vois, t'as tellement de choses à faire que ça va être très scripté au niveau de ta ressource de points de commandement. C'est vrai, mais par contre, effectivement, si on a envie d'aller chercher un perso parmi tous les persos qu'on veut pas doublonner, c'est le patriarche, parce qu'il est très 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 bon pour le coup en points. Yes, on va ensuite maintenant passer au Primus. Le Primus, il vaut 80 points. Il se défend correctement, c'est un profil d'humain de base avec une endurance de 4, une force de 4, 4 attaques quand même. Il touche à 2 au corps à corps, 2 au tir, il a des pistolets, enfin on s'en fout. Vous voyez bien en fait son équipement. Là où il est intéressant, c'est qu'il va avoir Démagogue du culte, puisque en passif, les unités bases à 6 pouces ou moins de lui vont pouvoir relancer les jets de touche de 1. Et en actif, sous-entendu à la phase de commandement, il va choisir une unité base amie à 6 pouces ou moins à 9 pouces de lui, et celle-ci pourra relancer les jets de blessure de 1. C'est ça, on est un peu un capitaine Space Marine qui fait à la fois un petit peu lieutenant puisqu'il peut donner une règle sur une unité à 9 pas. C'est pas mal pour le coup en points, 80 points. Il fait partie de ce trio du culte du frère de Couvin qui permet d'avoir 3 têtes seigneurs de guerre. C'est le second, le lieutenant. Et je pense qu'il est très utile parce qu'il peut être fiabilisé. Puis il close un petit peu quand même malgré tout, donc c'est à prendre. De toute façon, s'il y a bien 3 persos à prendre, c'est le Patriarche, le Primus et le Magus qu'on va voir juste après. Yes, le Magus qui vaut 80 points. Lui, il est un petit peu moins viril. Déjà, parce qu'il a que 3 PV, il a une endurance de 3, mais c'est surtout un sorcier qui, lui, pareil, connaît 2 pouvoirs et peut en lancer 2. Il va avoir Chef Spirituel, qui est quand même une aura assez intéressante, puisque à 6 pouces de lui, uniquement à la phase Psy, vous allez avoir un insensible à la douleur à 5+, contre la mortelle pour les unités infanterie et motards. C'est un sorcier, c'est-à-dire on paye 60 points de moins que le Patriarche, en échange on a que le Psy. Moi, il close un petit peu quand même, il a une petite deck qui fait des mortels, il lance ses 2 sorts, on va surtout le prendre pour les sorts et pour le trait de seigneur de guerre qui va dans le stratagème Esprit de Couvin qui permet d'avoir 3 traits de seigneur de guerre, Primus, Patriarche, Magus, voilà, le trio, on y est. On passe maintenant à l'acolyte garde icône, lui il vaut 75 points. Rien à dire sur son profil, si ce n'est qu'il a une bannière et qu'avec sa bannière, il va pouvoir justement avoir l'aptitude Nexus de dévotion à votre phase de commandement. Si une unité base amie est à 6 pouces ou moins, alors vous pouvez mobiliser le culte. On l'a vu tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir jeter un dé et relever des 3 figurines ou des 6 figurines, dépendamment de quelle unité c'est. Et aussi, sa petite bannière va lui donner une action qui va être le fait de planter la bannière sacrée du culte à la fin d'étape, déplacer les unités. C'est-à-dire c'est une sous-phase de la phase de mouvement qui est avant la phase de renfort. Il va pouvoir planter sa bannière et les unités cultes amies à 6 pouces ou moins de lui auront alors +1 à leur jet de charge. Bon, on va surtout le prendre pour ressusciter les copains. Le +1 à la charge, il est plus anecdotique. On bouge que de 6. On peut pas, comme on a vu, arriver de renfort et planter la bannière. Donc il faudrait être sur table avant. Là, on peut réfléchir, pourquoi pas, avec le culte de la ruche, qui permet de advance et faire une action. Ça peut être de projeter un peu plus loin. Voilà, on peut jouer un peu avec ce personnage-là. Et surtout, je pense que là où il va se rentabiliser, c'est en lançant appeler le culte avec son drapeau. Des 3 figurines ou des 6 sur des néophytes vont rentrer. Et peut-être le rentabiliser. Il faut aussi noter que c'est le QG le moins cher de l'armée. Donc peut-être sur un détachement très cheap, pourquoi pas en alliance, on va peut-être aller chercher plutôt le garde icône. Yes. Ensuite, on va avoir l'Alphus Jackal qui lui vaut 80 points. C'est le petit sniper personnage. Lui pour le coup il est équipé d'un fusil sniper de cultiste qui va être force 5 perd -3 dégâts 2 qui va pouvoir faire une blessure mortelle, mais lui c'est sur du 4+ pour blesser. Ouais, c'est pas mal. Donc ça c'est pas mal. Il va avoir comme aptitude la cible prioritaire qui est à votre phase de commandement. Choisissez une unité tir croisé culte ami à 9 pouces ou moins de lui. Choisissez une unité ennemie à 36 pouces et visible cette figurine jusqu'à la fin du tour. À chaque attaque de tir de cette figurine, alors l'unité ciblée sera considérée comme étant exposée. C'est ça, donc c'est un équivalent +1 blesse sur une unité qui va cibler à 36 pas. En sachant qu'en plus de ça, il va tirer sur l'unité, et comme il touche à 2+, avec une arme dégâts 2, ça va compter comme tir croisé. Donc en fait, c'est un +1 touche, +1 blesse sur une unité à 36 pas. Et en plus, son arme est pas dégueu, parce que c'est dégâts 2 sur un 4+, plus une mortelle, donc c'est un équivalent dégâts 3. Il y a des persos, ils se prennent 2 bastos, ils y passent quoi. Donc je trouve ça pas mal. Pour 80 points pour les armées de tir, ça va vraiment fiabiliser. En plus, il tank un petit peu, il est sur une moto, il est mobile, il a -1 pour toucher. Pourquoi pas. Il bouge de 14 et il va avoir évidemment le mot-clé aussi Atalan.
Oui, c'est une moto. Non, non, non. Ensuite, on va passer au choix de troupes. On l'a pas vu tout à l'heure, mais on rappelle que tous les choix de troupes dans un détachement culte de Lister sont super OP. On va commencer bien évidemment par les hybrides acolytes qui vont être jouables de 5 à 15. Oui. Donc effectif réduit par rapport à avant. On est à 9 points pièce. Leur profil, c'est de bouger à 6 comme un humain normal, de toucher à 3 au corps à corps, 4 au tir, force 4, endurance 4, 1 point de vie, 2 attaques, 3 pour le chef et une sauvegarde à 5+. La particularité derrière, c'est qu'on va pouvoir payer un petit porte-bannière qui va coûter quand même 20 points. On va en parler juste après. Acolyte Garnicone ou les 20 points. Est-ce qu'on va réellement aller chercher? On va en parler juste après. Mais surtout, la capacité par tranche de 5 figurines d'avoir 2 armes spé. Parmi ces armes spé, on va avoir la capacité d'avoir soit du gros corps à corps avec les anciennes tout simplement disqueuses, c'est-à-dire force x2, PA-4, dégâts flat 2, ou alors maintenant les forages lourdes qui vont faire force x2, PA-4, dégâts seulement 1, blesse auto, et sur du 6 non modifié pour toucher, 2 blessures mortelles. C'est ça. Et il y a une troisième arme, c'est la cisaille lourde. Yes, qui va faire force x2, PA-4, dégâts 3, mais -1 pour toucher. C'est ça. Donc en fait, on a le choix entre ces 3 armes lourdes. Moi, à la lecture, là tout de suite, j'ai une petite préférence pour les foreuses. On voit qu'il y a beaucoup de -1 dégâts, du coup le dégât 2 est assez médiocre. Et la possibilité de pouvoir faire 2 mortels sur les 6 à la touche, plus de blessés automatiquement. Il y a beaucoup de -1 blesses, de transhumaines, etc. En fait, passer tout ça pour aller directement distribuer les dégâts et en plus faire des mortels, je trouve ça pas mal. Donc peut-être petite préférence pour les foreuses lourdes. T'es quand même PA-4. Pour chaque 6, tu vas faire 2 BM. En plus, comme t'es PA-4, on va partir du principe que s'il n'y a pas d'invul, même si on est sur un bêta invul, tu passes dégâts flat 3, 2 BM plus 1 dégât. Exactement. Ça fait pas sourire quand même. Ah, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Yes. Donc là, on y revient justement aussi par rapport à la question. On peut les jouer de 5 à 15. On est à 20 points pour pouvoir relever des 3 figurines. Ouais, c'est très très cher payé. Après, c'est des figurines qui valent 9 points. Donc techniquement, on pourrait dire je fais mon 3, c'est rentabilisé. Et si en plus je ressuscite parce que j'ai le droit, les foreuses lourdes que j'ai utilisées, en fait, juste une figurine, c'est déjà rentabilisé. Le souci, c'est que c'est des unités très très peu résilientes. Et en fait, on a... c'est 5 PV. Donc, comme on voyait, les unités qu'on va envoyer au corps à corps, on va avoir envie de les faire revenir sous terre, donc de ne pas mourir. Donc en fait, on n'a pas vraiment la possibilité de tanker. C'est pour ça que je suis pas sûr de cette amélioration de 20 points. Après, peut-être avec plein de packs de 15 en Prince des Pauvres, typiquement, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que 20 points le bannière, je trouve ça un peu cher. En tout cas, on est quand même sur une très bonne unité, c'est-à-dire un choix de troupes super OP, qui manque pas d'impact, 9 points par tête de pipe. On l'a pas dit, mais chaque figurine de l'unité peut aussi être équipée de petits pistolets lance-flammes, donc de D6 touches de force, certes 3, mais c'est quand même pas mal. On a la PA tout à l'heure parce que ça reste une arme de tir et ainsi de suite. Donc beaucoup de saturation, beaucoup de choses à faire quand même avec ces troupes, et c'est très bon. Et en plus, elle a la règle tir croisé. En fait, c'est une bonne unité puisqu'on a besoin de 5 touches pour déclencher tir croisé. On pense au lance-flamme léger, peut-être en mettre 2 à 3 points pièce pour aller faire 5 touches et tout simplement claquer le tir croisé sur cette unité-là pour laisser les unités qui tirent vraiment, les néophytes, les rage runners, éclater cette unité-là. On passe maintenant aux élites. On va passer justement aux génie stealers pure souche. Ils sont jouables de 5 à 10 à 14 points pièce. Nativement, ils peuvent advancer charge. Nativement, ils ont une invulnérable à 4. Ils bougent de 8. Ils touchent à 2 au corps à corps, à 6 au tir, mais ça on s'en fout. Force 4, endurance 4, 1 point de vie, 4 attaques quand même par tête de pipe. Commandement 9 et une sauvegarde à 5+, mais elle est invulnérable à 4. Ils ne sont pas bases, mais ils ont le mot-clé de faction culte. Donc on peut appliquer les bonus et ainsi de suite de réduction de plein de choses. Moi j'aime pas mal cette unité parce qu'elle a une bonne projection, mouvement de 8, elle peut advance et charge, on sait qu'on a un stratagème qui auto-advance de 6, donc, et on a aussi une planification magistrale qui nous permet d'avancer de 9 au début de la bataille, donc en fait on peut très facilement se projeter, c'est pas très cher, 140 points une unité de 10, et en fait elles font beaucoup d'attaques, à 4 attaques chacune, contrairement aux Jay Stealer du Titi, ils ont une PA-3 de base, bon ils peuvent pas faire de la perforante, mais ils ont la PA-3 de base, c'est meilleur, ils touchent à 2 de base. Franchement, pas mal du tout, hein, pour une petite unité à 140 points qui va vraiment... Ils ont des simulations, donc ils peuvent arriver aussi bien à 8 de l'ennemi, enfin voilà, ils peuvent tout faire. C'est ça, ils peuvent aller en FEP, ils peuvent jouer sur table, enfin une très bonne unité couteau suisse, juste dommage qu'ils aient pas super OP, mais enfin, tout est mal. On continue dans les élites, cette fois-ci avec les hybrides et métamorphes. Donc c'est le même kit, on peut les mettre en opposition directement avec les hybrides qu'on a vus en troupe. Elles coûtent pas 9 mais 12 points. Par contre, ils ont pas 2 mais 3 attaques de base. Quelques petites modifications aussi justement sur la manière dont on va pouvoir justement les équiper avec les armes lourdes, puisque pour rappel, ceux de base, par tranche de 5, on peut avoir 2 armes SP. Ici, on peut pas, mais une aptitude particulière qui va être l'amalgame féroce, qui fait que si elle n'a pas combattu et qu'elle est engagée au corps à corps quand elle meurt, elle va quand même pouvoir taper. C'est une unité qui tape plus fort que les acolytes de base sans armes lourdes, qui coûte 3 points de plus, qui va taper force 5, PA-3, donc c'est pas mal, mais que dégâts 1. Après on voit que le dégât 2 c'est moins bon qu'avant.
Taper en mourant, c'est utile. Après, on est sur une unité très fragile, donc je vois mal une armée qui n'arrive pas à les tuer au tir s'ils sont exposés. Peut-être en unité défensive ou en unité qui va faible charge chaque tour et repartir dans les ombres. Il faut penser aux aptitudes magistrales là, pour les améliorer. Mais j'ai du mal à les positionner. Le fait qu'ils soient pas super OP, on loupe quand même quelque chose. Et dans le même rôle de saturation des gains, j'ai préféré les J-Stealers pure souche. On continue avec les aberrants, ils sont jouables de 5 à 10, on est à 30 points pièce, on bouge de 6, on touche à 3 au corps à corps, on est force 5, endurance 5, 3 points de vie, 2 attaques par tête de bip, 3 pour le chef, un commandement à 7, on s'en fout, une sauvegarde à 4. On a une vigueur bestiale qui fait qu'on diminue de 1 les dégâts subis, donc c'est quand même pas mal quand on a 3 PEV. Hein. Bah ouais, carrément. Et derrière, donc on va balancer 2 patates sur du 3+, de force 8, PA-2, dégâts 3. Ouais. En mots-clés, on est culte, aberrante, infanterie. On n'est malheureusement pas base. Non. Mais on a le mot-clé aberrante. C'est ça, et en fait, on va voir qu'il y a pas mal de buffs qui fonctionnent sur les aberrants. Moi, les aberrants, c'est un peu mes chouchous du codex depuis que j'ai commencé à jouer ce codex-là. Je les ai beaucoup joués avec l'ancien. Vraiment, c'est une unité qui est très cool. Moi, j'aime beaucoup le fluff de ces unités, le savant fou qui crée des méga mutants aliens pour aller taper les ennemis, c'est rigolo. Là, ils sont devenus moins létaux et ils sont surtout très résilients. Ils sont 3 PV, endurance 5, moins 1 dégât. On va voir que c'est possible avec le Biophagus. En fait, il faut absolument parler du Biophagus en même temps puisqu'on va les jouer avec. Biophagus qui peut leur mettre une petite picouse pour les améliorer, qui peuvent donner un Feel No Pain à 5. Quand on a une réduction de dégâts et un Feel No Pain, en fait, ça décuple vraiment la résilience de l'unité. Et il y a un stratagème qui nous permet d'avoir un transhumain de physiologie. Donc d'être blessé que sur du 4-5-6. C'est ça, n'être blessé que sur du 4-5-6. Donc là, on se retrouve avec une unité très résiliente, de 10 figurines, donc 30 PV, avec transhumain de physiologie, moins 1 dégât. Et une fois que tu as une fois passé les dégâts, la save, tout ça, bah, y a un Feel No Pain à 5 pour détruire 3 PV d'une unité. C'est très très long à tomber, donc effectivement très tanky. Et à côté, ça tape pas mal, parce que même si ça a que 2 attaques, on a vu qu'il y avait des moyens d'augmenter l'attaque. Et donc de passer peut-être à 3 attaques et dégâts 3 flat, ça rigole vraiment pas du tout. Est-ce que 300 points les 10, c'est pas trop cher? C'est très cher, c'est très très cher, surtout qu'on paye la résilience, et on a vu que c'était une armée de trade, où l'idée c'était de venir taper et mourir. C'est l'unité qui sort de ce rôle-là, qui va arriver, taper et tanker. Donc à voir comment elle peut s'imbriquer dans une armée qui n'a pas envie de faire ça habituellement. Moi j'ai l'impression qu'il y a un moyen de les faire fonctionner quand même avec le Biophagus, et le bon environnement autour, et jouer un petit peu avec les décors pour les protéger des tirs qui sont un peu les faire compliqués. charger systématiquement sur les flancs de la table et pas en tout cas au centre Exactement. de table pour refuser justement, enfin enfoncer un flanc et ainsi de suite. Avec les planifications magistrales, on peut charger à 3 dégâts les 2 meilleurs. Je pense que ça s'abrique très bien sur cette unité-là. Quand on met 300 points dans une unité, on n'est pas à 10 ou 15 Voilà, points près pour être sûr de son rôle. Exactement, c'est la seule unité où on va mettre beaucoup de points dedans, donc quasiment tout le codex. Et donc payer 15 points pour vraiment être sûr de charger l'adversaire, on va le faire. Yes. On va passer maintenant à l'abominante, c'est celui qui les buff, c'est le personnage qui les accompagne, il dispose des mêmes mots-clés et il leur permet, s'il est à côté d'eux, de faire une full relance des touches. C'est l'élu, c'est le grand frère, il est rigolo, il a un petit familier rigolo. Moi je suis tristesse, il fait que 3 attaques, mais c'est le seul profil avec des 3+3 en dégâts, donc voilà, je suis passé V9, trop bien. Non mais c'est pourquoi pas qu'on joue beaucoup d'aberrants, mais j'ai l'impression que comme le gameplay de QG Sealer c'est de fépper et de charger, j'ai l'impression que l'élu, le pauvre, il va être un peu derrière et à attendre les copains, quoi. Donc, Et comme de toute façon, on est dans un codex qui, de base, va favoriser le fait que son adversaire risque de prendre assassinat. ouais, Là, t'offres un personnage qui va faire du corps à corps où tu vas pas avoir envie de le garder chez toi. Parce que tu pourrais très bien jouer en contre de ce secondaire, tu vois ce que je veux dire, en disant, bah écoute, tant pis, je joue défensif, mais perso, à part 1, 2, au pire, tu marqueras tes 3 points, c'est cadeau. Lui, t'as pas envie, quoi. Il est cher, il vaut littéralement 3 aberrants. Ouais, à 95 points, il tape pas vraiment parce que 3 attaques, on va pas compter dessus. Vraiment avec beaucoup d'aberrants pour le rentabiliser, mais sinon c'est compliqué. Pas sympa pour Pascal. Hein. Désolé le grand frère, c'est pas pour toi. On enchaîne avec les personnages cette fois-ci, mais toujours en élite. On rappelle que pour chaque personnage de choix de QG, on a le droit à un personnage, quel qu'il soit, qui n'utilise pas de slot, justement. Ça, je rappelle aussi que quand on joue un bataillon, on n'a pas le droit à 3, mais à 6 élites. Pour le coup, t'es quand même bien. On oublie souvent que c'est 6 élites. On va commencer par le Nexos. Lui, il vaut 50 points. Il a un profil complètement standard, donc on va pas s'arrêter là-dessus. On va surtout regarder le fait qu'en aptitude, il va avoir analyse du champ de bataille. À votre phase de commandement, cette figurine est sur le champ de bataille. Choisissez une unité ennemie sur le champ de bataille. Et cette unité va hériter d'un pion tir croisé.
Donc c'est quand même cadeau, C'est 50 cadeau. points Ouais. pour ça. Tout à fait. On va avoir aussi coordinateur stratégique qui fait à votre phase de commandement. Choisissez unité base ami sur le champ de bataille, puis choisissez une figurine personnage culte ami à 6 pouces ou moins de cette figurine en tant que Primus, Alphus, Chacal ou Clamavus. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, l'unité base est considérée comme étant à portée des aptitudes d'aura du personnage que vous avez pris. Sous-entendu, reroll D1 pour toucher ou D1 pour blesser et ainsi de suite. C'est ça. Ça permet de passer outre le problème d'être en bulle. Comme encore une fois, gameplay où on est un peu partout sur le champ de bataille. En fait, là, les bulles sont très compliquées à tenir. Là, il y aura le Nexus avec son coup de téléphone qui va appeler les copains et leur dire « Et vous dites faire ça, le chef ?» Et là, ça va marcher. C'est quand même sympa. Et l'aspect tir croisé, de pouvoir le mettre n'importe où, ça peut être très utile dans les unités planquées. On a envie de mettre un fight last. Parce qu'on va lui dire « Coup de téléphone encore. Ah, ils sont là-bas, en fait. » Et on va pouvoir les charger et les donner fight last sans avoir à tirer dessus. Et je trouve ça vraiment bien pour éviter une charge compliquée. Yes. Ensuite, on va parler du Clamavus. Le Clamavus aussi, il est à 50 points. Pareil, on va pas s'attarder sur son profil parce qu'il a encore de lâche. Parce qu'il a encore de lâche. Il a un pistolet laser. C'est une traite. Mitraillette, même pas laser. C'est de la poudre. Au niveau de ses aptitudes, il va avoir le déclamateur à votre phase de commandement. Choisissez une unité base amie à 12 pouces ou moins de cette figurine. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, chaque fois que l'unité est en train d'accomplir une action, elle peut quand même tirer sans faire échouer l'action. Et chaque test d'attrition est réussi automatiquement, mais ça limite, on s'en fout. Il va avoir un dispositif de brouillage qui fait qu'il va empêcher les renforts à 12 pouces. Donc en match miroir, il tonique. Et ouais, ça c'est cadeau. Et il va avoir la voix des nouvelles vérités qui fait à votre phase de morale. Choisissez une unité ennemie à 12 pouces ou moins et jetez 3d6 si le résultat est supérieur à la caractéristique de commandement. On va pouvoir choisir l'effet suivant. Soit jusqu'au début de votre prochaine phase de morale, l'unité ennemie ne peut pas accomplir d'action. Ça, je trouve que c'est fort. Et jusqu'au début de votre prochaine phase de morale, l'unité ennemie perd l'aptitude objectif sécurisé. Alors là, on se dit c'est fort, hein, c'est bien. Hein. Et en fait, quand on relit la règle, on voit que c'est fait en phase de morale. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut avoir FEP, arriver, et vraiment... Exactement. En fait, on sait pas, il faut faire un G, c'est pas automatique, il faut faire super recommandement, c'est-à-dire qu'on peut passer tout un plan sur un tour, et une fois qu'on l'a loupé, ce G-là, déjà on peut pas le reroll, c'est cadeau, et en plus, derrière, il n'y a pas de plan B, puisqu'en fait, c'est à la toute fin de ton tour, après c'est au tour de l'adversaire. Donc je trouve que baser un plan sur le fait d'enlever objectif secure à la fin de ton tour, pour peut-être reprendre un objet... C'est trop compliqué, donc j'ai l'impression qu'il a des règles sympas, mais j'ai du mal à le voir s'intégrer vraiment bien dans l'armée. Il a aussi un stratagème qui lui est dédié, qui lui permet de pirater un véhicule, et donc de le passer à profit dégressif. Voilà, c'est un CP ou 2 CP sur un titan. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu gadget pour 50 points, et effectivement par les assassinats, on a envie d'amener plein de persos, et c'est peut-être pas lui qu'on va amener. D'accord, donc pour toi, en fait, en compétitif, tu ne joueras pas à 50 points parce que tu trouves que... Enfin, en fait, le problème, c'est que oui, t'as plus d'une chance sur deux de rater quand tu vois le moral générique des armées. C'est ça. Même, pas que typé Marines, hein, mais le typé sergent ou à 8, comme pour beaucoup de monde, c'est vrai que ça va rater plus d'une fois sur deux. Mais objectif sécure, c'est littéralement, en 2021, 5 points de victoire, en 2022, 4 points de victoire quand même, que tu peux priver à ton adversaire. Le souci, c'est qu'on va... En fait, enlever l'objectif sécure, c'est intéressant en défensif, qu'on peut le faire en notre phase de commandement. C'est-à-dire, il y a un objectif sécure qui m'a pris un objectif devant moi, je lui annule, et du coup, je reprends l'objectif. Là, on peut pas le faire, oui, c'est à la phase de morale. La deuxième utilité, c'est de prévoir au tour prochain. Et en fait, généralement, quand tu es à 12 pas d'un adversaire, c'est que tu as pu soit lui tirer dessus, soit le charger. Et donc, en fait, lui enlever l'objectif sécure, c'est après, l'adversaire va pouvoir jouer au tour, puisqu'il aura sa phase de mouvement pour en ramener d'autres ou quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est pas si utile que ça. Après, à voir, il y a quand même plein de petites règles, aussi à voir comment la méta évolue. On parle, je sais pas... Unité qui, dans un codex qui interdit les FEP à 12, il faut toujours garder ça dans un coin de sa tête, parce que ça te permet d'avoir une bulle de 24 pouces de deny, enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire, quoi. Plus tes blips, t'as quand même vraiment moyen de faire chier. Ouais. Non, mais, en vrai, il y a une utilité. Il a un rôle très 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 spécifique et peut-être qu'on ira le chercher au bon moment. On continue cette fois-ci avec le Locus. Le Locus, il vaut lui aussi 50 points. Il a un corps de lâche, mais il a un vulnérable à 5. Ça fait quand même 3 fois que j'aurais fait la blague et donc il y a des gens qui se souviennent. Jusqu'au bout. Lui, pour le coup, c'est un garde du corps, c'est-à-dire que, en gros, au début de la game, on va choisir, enfin, au moment du déploiement, on va choisir un personnage de son armée. Et lui, s'il est à côté, rendra le personnage inciblable. Et derrière, ça marche aussi au corps à corps. Il va être capable de faire des interventions héroïques à 6 pouces. Et il va être capable de combattre en premier s'il est à portée d'engagement d'une figurine ennemie. Il balance quand même 5 patates sur du 2+, de force 5, PA-3, dégâts flat 2 pour 50 points. C'est enfin un bon champion de compagnie, quoi. Et derrière, il va remettre une patate avec sa petite queue, qui va faire en vrai 2 patates de force 4, PA-1, dégâts 1. En fait, le seul problème, c'est que définitivement, assassinat, tu vas le donner à ton adversaire. Mais il est pas déconnant par rapport à son coup en point. Bah, ça, c'est le souci, c'est qu'on va avoir beaucoup de persos. Est-ce qu'on va vouloir l'ajouter lui? Moi, j'aime bien. C'est un petit perso de corps à corps rigolo. Il a une relique qui peut passer son arme dégâts 3. Ce qui permet de un peu mieux taper les persos.
Après, il manque peut-être vraiment d'impact, le fait de taper en premier. En fait, le mec qui a chargé va taper quand même. Est-ce que ça va vraiment protéger le perso? Je suis pas sûr. Mais c'est un perso qui est rigolo, à petit format. Ça peut faire des blagues parce que ça reste dégâts 2. Pourquoi pas? Yes. Ouais. On va maintenant passer à la pépite. Enfin, en tout cas, quand il était sorti, c'était une parti. pépite et il est toujours bien. C'est le Kellermorph. Le Kellermorph, il a 80 points. Ouais. Il va avoir surtout en fait justement il va surtout avoir 3 automatiques libérators. Ça va être tout simplement un pistolet sniper à chaque fois, donc 6 tirs de pistolet sniper qui fait de la BM, qui cible et ainsi de suite, mais surtout les aptitudes pistolero à chaque attaque de tir avec cette arme. Si une touche est causée après que cette figurine a terminé le reste de ses tirs, il peut effectuer une attaque supplémentaire contre la même cible. Donc c'est très très fort. Il va avoir sens hors du commun qui fait à votre phase de tir. Après que cette figurine a tiré, elle peut effectuer un mouvement normal ou battre en retraite comme à votre phase de mouvement. C'est rigolo. Donc ça c'est très fort. Et aussi fait héroïque qui est une aura qui fait que si cette figurine détruit une ou plusieurs unités ennemies à votre phase de tir jusqu'à la prochaine phase, elle fournit une inspiration héroïque. Si cette figurine fournit une intervention héroïque, les unités bases à 6 pouces ou moins de cette figurine alors relanceront les jets de touche de 1. Et une vue à 5. Et il a vu la salle. Eh ouais, corps de lâche. Non, c'est une très bonne unité, moi je trouve pas mal du tout. Cette capacité à tirer et rebouger, on voit que c'est très pratique. Rien que pour se positionner, pour se recacher, pour fuir, on voit qu'il peut même se désengager en faisant ça, c'est pas mal du tout. Du coup, c'est un équivalent à 12 tirs si on touche avec tous ces tirs. Bonne PA, qui fait des mortels, qui peut styler les persos. Moi j'aime bien la relique, ouais, pour ça. Qui fait pour le coup que 3 tirs sur du 2, mais dégâts flat 3. Dégâts flat 3, ouais. Pour éviter le sniping, on voit que le sniping n'est pas forcément très bon, donc on le perd, c'est pas très grave. Et dégâts flat 3, je pense que je le taperais bien. Enfin, je mettrais bien cette relique-là. En plus de ça, il y a un stratagème pour 2 PC, au moment où on le tue. Bah, il tire avant de mourir, c'est cadeau, c'est sympa. Et donc, pour rentabiliser, pourquoi pas cette relique des crocs du Wyrm, t'as tiré en mourant, même au corps à corps, vu que c'est un pistolet. Ça peut faire des blagounes, franchement c'est pas mal. On passe maintenant au Sanctus, lui il vaut 70 points, il y a 2 versions, la version où il est équipé d'un sniper et la version où il est équipé d'une petite dague. Il va avoir comme aptitude passive le fait que de toute façon il va avoir une invulnérable à 5, il va avoir -1 pour être touché au corps à corps au tir, il va avoir la capacité de pouvoir toucher automatiquement sa cible et aussi d'ignorer les couverts. Ça c'est la règle Mir-Ab, c'est-à-dire que quel que soit son équipement, ça va fonctionner pareil. Il va avoir assassin camouflé qui fait que de toute façon il va être non ciblable au tir s'il est à plus de 12 pouces. Et la règle sniper qui est que s'il est équipé d'un sniper, il va gagner le mot-clé tir croisé, comme il touche automatiquement. Ça va donc être une figurine qui va automatiquement mettre un marqueur sur la cible. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand il est au corps à corps, il va justement être avec sa biodague de Sanctus qui fait que il va faire de la blessure mortelle sur du 3 non modifié pour blesser. Donc voilà, un peu cher peut-être quand même. Un peu cher pour 5 attaques. En fait, la version corps à corps fait 5 attaques, donc 4 mortels si on est un peu généreux. Pourquoi pas, vu qu'il touche auto. Bah toi ça sera 5. Hein. Bah ouais, moi ce sera 5, c'est le talent, le talent. En sachant qu'en plus de ça, pour le Sanctus, il y a un stratagème pour un PC qui lui permet, s'il fait une blessure sur un personnage, de lui faire en sorte, on lance 3 dés. Si le résultat est supérieur à la valeur de morale, bon c'est compliqué. Il se prend un péril de warp si c'est un psyker, c'est cadeau. Et en plus de ça, il n'aura pas d'aptitude d'aura sur sa datasheet, il perd tout. Après, il fait un tir, mais qui touche auto, de force 5, perd -3, dégâts 2. C'est ça, donc pourquoi pas. Enfin, si ça passe, cette blessure-là, sur un psyker, on va automatiquement le faire, parce que faire un péril de warp, ça peut le tuer avec les PV supplémentaires, et en plus faire l'explosion qui fait des mortels autour. Et si c'est un perso qui est important sur le système d'aura, pourquoi pas essayer de lui enlever ses auras. Yes, on va maintenant passer à un nouveau personnage qui est apparu justement dans la boîte d'affrontement Custodes Genie Stealer avec le saboteur Reductus. Lui est à 80 points. C'est tout simplement un mec qui place des bombes. Il a un corps de lâche, mais je vais pas le dire trop fort parce qu'il connaît l'adresse. Il va pouvoir faire une action qui est posée, des explosifs. En gros, il va donc pouvoir faire une action à la phase de commandement. Si celle-ci est réussie, il va mettre un petit pion, justement, bombe à côté de la figurine. Et dès qu'un ennemi va rentrer, ça va permettre justement de le faire péter. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est qu'il a l'arrêt clandestin qui fait que s'il est dans un élément de terrain et on ne pourra pas le cibler si on a plus de 12 pouces de lui. C'est sympa, c'est vraiment le monsieur grenade, quoi. Il a toutes les grenades possibles, des bombes de démolition, des charges de démolition, etc. Il fait 2d3 tirs à 24 pouces de force 8, perd -3 dégâts, qui passe dégâts flat 3 quand on tape un véhicule. Moi, je le trouve assez sympa. C'est vrai que ça va vraiment dégommer les personnes, enfin, en tout cas les figurines, les unités qui vont au milieu du champ de bataille, surtout les véhicules. Après, j'ai l'impression que la portée 24, ça la limite vachement dans son utilisation.
Et puis c'est encore une fois, c'est un personnage, on parle d'assassinat, est-ce qu'on a envie de payer des personnages en plus 80 points qui va juste faire des explosifs? Je suis pas sûr. C'est dommage parce que la figurine est cool. Moi j'aime beaucoup. Et puis l'idée de tout exploser sur le champ de bataille, c'est sympa. Donc j'aimerais en jouer plus. Oui. Après c'est une figurine exclusive, donc elle est à 140 balles. Ouais, c'est pas cher. Ça va. Ça, le joueur culte, de toute façon, c'est l'armée la plus chère du jeu. Donc. De toute façon, tout se convertit. On passe maintenant au Biophagus. Lui, il vaut 40 points, 50 avec justement son petit familier. Il a un corps de lâche. C'est peut-être pour ça que c'est une de mes figurines préférées. Pour Cadia. Donc en tout cas, lui, il a un vox pour être plus viril quand il parle. Oui, évidemment. C'est surtout un buffer. C'est un petit peu le Fabrice Bill justement du culte. Il va pouvoir choisir une unité à la phase de mouvement base ou aberrante du même culte que lui. Et soit rendre aléatoire, soit choisir une des améliorations suivantes. La première, c'est musculature améliorée. À chaque attaque de mêlée d'une figurine de cette unité, améliorée d'un la pénétration d'armure. Agressivité améliorée. À chaque attaque d'un mêlée d'une figurine de cette unité, un jet de touche non modifié de 6 coche une touche supplémentaire. Ou alors, Feel No Pain à 5. C'est-à-dire à chaque fois qu'une figurine va perdre un PV dans cette unité, on va jeter un dé sur un 5, elle ne le perdra pas. Et ensuite, il va avoir l'aptitude aiguillon injecteur, c'est en fait le fait que son aiguillon il est rouillé, et en gros, si jamais tu perds un point de vie mais que tu n'es pas détruit, il va jeter un dé, et s'il est supérieur à ton nombre de PV, la figurine est retirée. Vraiment une figurine cool, parce que pour 40 points, on a une figurine déjà qui close, il a des petites picouzes, il a même une fiole à balancer sur les ennemis, je trouve ça drôle en termes de fluff. Et surtout, c'est une unité de boost, c'est-à-dire qui va vraiment booster toutes les unités de l'armée. En fait, les unités basses, c'est vraiment sexy parce que donner un Feel No Pain à 5, on parlait des aberrants, les aberrants qui ont déjà une réduction des dégâts de 1, 3 PV et la capacité d'être en transhumane, Feel No Pain à 5, vraiment, ça sublime tout ça. Et même sur une unité typiquement d'acolyte hybride, les 6 explosifs, c'est très fort, le Feel No Pain à 5, c'est très fort, plus un PA, c'est très intéressant. Pour 40 points, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une unité qui est vraiment auto-include, et en plus, elle est rigolote, cette unité. C'est le savant fou, quoi. Donc non, vraiment excellent. Améliorable avec l'alchimiste suprême qui permet d'améliorer une unité au début de la bataille. Vraiment, moi je la trouve excellente. Donc à probablement inclure dans quasiment tout. Est-ce que tu ajouterais un familier ? Le familier, pourquoi pas, parce que ça te permet d'avoir une portée de 18, il me semble, sur l'amélioration au lieu d'être à côté. Après, je pense que c'est accessoire. À voir si vraiment, en termes de jeu, une fois que c'est joué, on se rend compte qu'on est loin de nos unités en fin de phase de mouvement. Je pense pas, là, en le lisant, que ça paraît obligatoire. On va maintenant passer aux Chacal Atalante, c'est-à-dire les motards. Ils sont jouables de 4 à 8 avec 2 petits quads dedans. On est à 12 points pièce, on bouge de 14. On touche à 4 au corps à corps, au tir, force 3, endurance 4, puisqu'on a une moto, 2 points de vie, 2 attaques, commandement de 7 et une sauvegarde à 4+. On va avoir comme aptitude assez sympathique le fait de pouvoir avoir -1 pour être touché en passif, que cette unité est éligible pour tirer et déclarer une charge à un tour, elles ont battu en retraite, donc elles vont quand même pouvoir tilter. C'est vraiment pas cher, 12 points pour ça. Ouais, c'est ça. Elles vont avoir la règle pillard qui fait qu'à chaque attaque de tir, cette figurine, si l'unité ennemie a 6 pouces ou moins d'elle, l'unité est traitée comme étant exposée. Donc plus 1 à la blesse. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et aussi éclaireur qui est qu'au début du premier round de bataille, avant d'entamer le premier tour, cette unité n'est pas placée en embuscade, elle peut effectuer un mouvement normal de jusqu'à 9 pouces. Donc 23 pouces de move tour 1. C'est ça. En fait, c'est pas mal du tout. On a une petite unité. Moi, je les vois bien en petite unité de 4 avec une grenade dedans pour se projeter en faisant le mouvement de 9. Puis après, pourquoi pas derrière l'ennemi pour le rendre exposé. Ou alors claquer le stratagème qui, pour eux, coûte 2 PC. Si l'unité ennemie a 6 pas, toute l'armée considère cette unité ennemie comme étant exposée. Lancer une petite grenade parce que c'est cadeau. Et aussi, c'est des unités qui prennent bien les objectifs au milieu de table. Ça reste par 4, 8 PV, -1 touche à la gérer, c'est un peu embêtant. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est comme tu l'as dit, pour 48 points, tu peux littéralement enfermer un mec chez lui. C'est-à-dire que 4 socles de moto, alors qu'en fait, c'est des socles, c'est pas les socles gélules, c'est des socles vraiment ovales, enfin non, rectangulaires, bon arrondi. Ouais, c'est ça, c'est un ovale, mec. les pas les gélules des motos SM, on va dire ça comme ça. Ça fait que ça, même 4, ça occupe énormément de terrain. Et donc ça, tu peux largement le mettre entre 2 décors pour bloquer un petit peu ce que font les motos harlequins des fois en passant à Villa 3 et passant. Bon, elles vont mourir derrière, mais pour 48 points, elles t'ont bloqué chez toi un tour. Ouais, ça. Puis ça fait des quarts de table, ça prend, franchement, ça fait le café. Puis c'est des motards, ils sont sympas. Et c'est cool, franchement, vraiment. T'as même un qui est sur une roue comme ça, c'est parfait. On va passer ensuite au tout-terrain Achille, toujours en attaque rapide. Là, on est sur une escouade de véhicules puisque on peut contenir jusqu'à 3 modèles. On bouge de 14, on touche à 4 plus au corps à corps, force 5, endurance 6, 8 PEV, 3 attaques, commandement de 8, ça on s'en fout, sauvegarde à 4+. On est nativement équipé d'un laser minier lourd. On va donc faire D3 tirs de force 9, PA-3, damage D6, déflagration, ainsi que 2013, mais ça à la limite,
on s'en fout. Au niveau de ses aptitudes, on va avoir éclaireur qui fait qu'on va aussi pouvoir bouger de 9 pouces au début de la game. Ouais. Au niveau ensuite, justement de ces améliorations pour le même prix, on va pouvoir choisir parmi les lanceleurs. C'est le fait d'avoir une invulnérable à 6 au tir, mais surtout de diminuer de 2 la valeur des charges. C'est les impulsors qui font la gueule, je vous le dis. C'est ça. Parce que ils ont perdu. On a aussi le scrutateur qui est le fait d'être considéré comme un couvert, mais ça limite on s'en fout. Donc voilà, ça sera souvent lanceleur ou 12 pouces de portée plus avec les observateurs. Donc encore une fois, 80 points pièce, on peut les jouer de 1 à 3 dans la même unité. Est-ce que t'en mets, parce qu'il y avait des listes qui en jouaient jusqu'à 9, ouais. Mais même justement sur les derniers Open américains, avant le codex bien évidemment, mais c'est parce que la figurine était bonne. L'Achille, du coup, a gardé les bonus des armes industrielles, donc il y a des stratagèmes pour reroll des blesses, etc. Il y a des possibilités. Le souci, c'est qu'on n'a plus ces systèmes d'aura. Après, il a gardé la possibilité de changer pour le lance-missile, qui est passé dégâts 3 et force 6, PA-3, donc c'est une autre possibilité de jeu. Je le trouve quand même pas mal parce que ça reste une plateforme de tir qui peut très bien bénéficier de l'exposé et du à couvert puisqu'il est lui-même tir croisé. Et donc en fait, cette unité de 3 avec le tir croisé, donc plus un touche, plus un bless, voire in your cover, ça peut faire quand même très mal sur des gros cibles. Donc peut-être avoir une unité de 3 pour éclater une unité lourde en face, ça peut être intéressant. En tout cas, pour clôturer sur l'Achille, on est sur un véhicule qui n'a pas de profil dégressif puisqu'à moins de 10 PV, on est donc similaire aux écuries orques. Oui. Donc, pourquoi pas, on va le mettre en opposition en passant aussi sur les choix de soutien avec le concasseur Goliath. Lui, il est à 110 points, il a un profil dégressif, mais il a endurance 7, 10 points de vie, 6 attaques, puisqu'en fait, il fait tout le garçon. Ah oui. C'est assez rigolo. Il a une lame concassage qui fait force plus 2, donc force 8, PA-2, dégâts 2. À savoir que tu peux faire 2 attaques supplémentaires avec cette arme en plus, donc tu passes à 8 patates. Ah ouais, qui touche à 3. Sur du 3. Ah ouais, c'est rigolo, hein. C'est rigolo, grosse foreuse, hein. Grosse foreuse, ouais, exactement. Il a un laser minier lourd, donc il va pouvoir faire des 3 tirs, il va pouvoir avoir un canon sismique aussi pour faire 6 tirs de force 6, PA-2, 2, ou alors 3 tirs de force 8, PA-3, 3. Il a une conception robuste qui fait qu'il diminue les dégâts subis de 1. Ça, c'est la nouveauté pour les Goliaths, que ce soit le transport ou celui-ci, qui d'ailleurs est transport, peut mettre 6 figurines. Ouais. Donc effectivement, on a une unité qui peut closer, qui va au milieu de table, qui peut tirer avec son canon laser, avec peut-être une reroll en rouage damé, qui transporte des troupes, qui close au corps à corps avec ses 8 attaques qui touchent à 3, force 8 quand même, ça déconne pas. Je trouve que cette unité pour 110 points, est quand même assez intéressante avec son -1 dégâts et moi j'ai envie d'en jouer beaucoup en tout cas et comme c'est le seul slot de Heavy Support, au moins il y aura pas de concurrence. C'est vrai, après, yes. C'est vrai, donc en fait t'en joueras systématiquement entre 1 à 3. Ouais, tu n'iras jamais donner finalement l'objectif secondaire des véhicules. Et à côté de ça, ça te fait une source tanky. Tu peux aussi, dépendamment de comment tu le joues, dans quel culte tu vas le jouer, désengager, tirer avec -1. En fait, ce qui est très sympa en fait dans cette armée, c'est que tu peux te faire plaisir sur beaucoup d'entrées, puisque de toute façon, tu vas avoir tes taxes, qui sont pas vraiment des taxes, avec les unités faussement coup de poing de 5 justement acolytes, ou 10 acolytes, ou 15 acolytes, et ces figurines-là à côté qui vont justement offrir des choix à son adversaire aussi, quoi. C'est un bon moyen, moi ce que j'aime beaucoup avec ces concasseurs Goliath, c'est un moyen d'avoir les primaires. En fait, comme on n'a pas d'unité résistante pour tenir les objets, jouer un concasseur Goliath avec 5 acolytes typiquement dedans, ça permet d'envoyer ce transport-là sur un point, où si l'adversaire le gère au tir, une fois qu'il a tué le transport, il y aura 5 acolytes qui vont sortir, et c'est un moyen d'un peu résister et de jouer ses primaires au centre. Du Kinder Surprise low cost dans cette armée-là, et c'est sympa parce que plus tout le reste qui va arriver dans ton cul, ainsi dans leur cul, dans vos culs aussi, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup trop dans mon cul. Ça fait beaucoup de choses à gérer, beaucoup. Ça fait beaucoup trop de choses à gérer. J'arrête cette review. Et on termine cette review avec le datasheet du camion Goliath, c'est-à-dire du seul transport assigné. Lui, il est quand même à 90 points. Donc il est assez cher, il peut transporter 10 figurines, et derrière il va être équipé nativement d'une mitrailleuse et d'un autocanon jumelé, donc de tout simplement 4 tirs de force 7, PA-1, dégâts 2, qui va toucher sur du 4, seulement endurance 6 et 10 points de vie. Ce qui va le sauver, c'est le fait qu'il a l'aptitude découvert, donc l'ancien open top, qui est que les figurines qui sont embarquées vont pouvoir tirer, et on mesurera depuis n'importe quel point de ce véhicule-là. Donc c'est le seul transport du jeu avec le Goliath Rockwinder. C'est pas mal, effectivement. On a du coup, ça fait un petit camion d'artillerie avec les 10 mecs dessus et les 2 canons laser. Pourquoi pas, il a gardé le -1 dégâts des Goliaths. Après 90 points, je trouve qu'on paye très cher cet autocanon jumelé. On s'en fout un petit peu parce qu'on va vouloir advance souvent pour aller au centre du champ de bataille avec cette unité. Après, il a la règle tir croisé, donc en fait, effectivement, plus un touche, plus un bless, tout ça cumulé, ça peut être pas mal. Pourquoi pas, c'est vrai que j'ai tendance pour 20 points de plus à aller préférer un Rockgrinder qui lui va closer et va tirer mieux en fait. Donc plutôt une préférence pour le Rockgrinder. On a fait le tour les Wargamers justement de tout ce qui va faire le codex culte Genesis Stealer.
déjà, gros coup de cœur pour justement le fait que c'est un codex de 9, c'est-à-dire qu'on est sur justement la même lignée de qualité qu'on a sur la mise en page, sur sur vraiment l'adaptation, sans même parler de niveau. La couverture, plus belle couverture de la V9 quand même, il faut le dire. Non mais une des plus gore. Alors, j'aime beaucoup. Moi, ils ont vraiment changé. J'ai adoré. Avant, tu sais, c'était vraiment le cousin machin. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, le mec, tu veux pas être à côté de lui, mais bon, à la limite, tu vas lui piquer ses petits fours. C'est tu ça. vois, parce qu'il va pas s'en rendre compte, parce qu'il est teubé. Mais là, il est allé dans la cuisine, il a cassé tous les petits fours, il a tout cassé. Ah bah lui, il t'a niqué. Non mais honnêtement, j'ai bien aimé ce que t'as dit en fait tout à l'heure sur le fait que c'était une armée sur lequel il fallait un plan de jeu qui soit poussé entre guillemets, mais le codex te donne les armes pour ça. Pour en venir après sur le gameplay, j'ai bien aimé ce que t'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait c'est un codex pour lequel il faut un plan de jeu, c'est-à-dire que t'as tous les outils pour te faire kiffer. Derrière, il faut pas oublier aussi qu'en 2022, la génération des points de commandement vont un petit peu changer. Oui. Donc, ça risque aussi d'un petit peu de complexifier encore plus une strate supplémentaire, justement, tes ressources, parce que t'es dans un jeu d'échange de ressources, en général, d'unités, mais aussi au niveau des points de commandement, surtout avec un codex comme ça, où sans les stratagèmes, c'est mou, avec les stratagèmes, ça sonne comme pété, exactement comme la dernière édition du codex. Donc ça va vraiment être skill cap dépendant avec gros joueur égale grosse perf, quoi. Il faut vraiment se mettre dans la tête d'un cultiste G-Stealer qui a mis 4 générations avant de sortir de son trou pour échouer lamentablement. Là, ça va être ça en fait. Il va falloir beaucoup réfléchir en amont des parties, sa liste, sa façon de jouer, ses plans. Vraiment passer 4 générations dessus. Et pour que sur table, ça s'exprime très très bien. On a vu avec tous ces combos de tir croisés, d'exposés, de bonus, d'aura, de tous ces petits persos, ces auras. Quand on a mis tout ça en synergie, il y a moyen que ça fasse vraiment du café. Mais c'est vrai que ça demande une grosse préparation en amont. Yes, et ça fait que moi le seul bas blesse finalement que je vais avoir, c'est que c'est pas un codex pour les débutants. Déjà au niveau du modélisme, on est sur une des armées qui coûte les plus chères du jeu en termes d'euros, puisqu'on est sur des kits qui sont vendus, on vend les figurines par 5, donc on est quand même très cher. Après en termes de conversion, toi t'as fait une armée quasiment full conversion. Ouais, en fait ça reste des humains convertis, donc on peut partir de tout plein de kits pour s'amuser à faire des choses, à base de tyrannides, de gardes impériaux, franchement on peut s'amuser très fortement, un peu comme l'orc, à faire des customs de plein de choses. Mais c'est une armée, en fait, c'est rigolo parce que ça sort la même semaine que le Custodes. Le Custodes, c'est salut, je sais pas jouer, je touche à 2, je tank à 2. Non mais, tu vois, parce que là, c'est salut, pas du tout. C'est je sais pas jouer, je me fais défoncer. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va même pas parler de son positionnement au niveau du méta, parce que globalement, le méta, on s'en fout, on est tous là pour jouer son armée de cœur et ainsi de suite. Le fait est quand même que c'est vrai que t'as des codex qui vont être plus accessibles. Ça, c'est pour ceux qui aiment réfléchir. Non mais réellement, qui aiment justement avoir une vision très macro finalement de la table en se disant ok voilà mon plan, voilà la table, voilà où je peux aller. Il y a quand même des notions de bulles, mais on va quand même être capable de brain ces notions de bulles avec des persos qui demandent pas d'être à portée de bulles, et donc de pouvoir vraiment savoir comment est-ce que tu disais tout à l'heure en fait, de pouvoir dépendamment si je fais pas gauche, je vais faire un refus de flanc, derrière je vais peut-être protéger mon unité parce que elle je vais la faire. Alors celle qui va être exposée devant le feu, elle va vraiment être en overkill pour être sûr de repartir, et celle où je suis pas sûr, je vais peut-être la mettre sur le côté pour me protéger des champs de vision et ainsi de suite. Ça va vraiment donner une vraie vue macro de la table. Je pense que ça peut être très frustrant à jouer pour un débutant puisqu'on va pas avoir la bonne lecture du jeu pour le faire fonctionner, mais à force de jouer, va avoir vraiment un vrai plaisir à prendre toutes ces petites parties du codex à faire fonctionner. Je pense qu'il y a, contrairement au custo qui est un peu autoplay où on les joue et il y a pas trop de surprises. C'est un truc de room. Là on va allez là on va vraiment avoir un codex où je pense qu'à chaque partie on va beaucoup apprendre et vraiment s'améliorer, et je pense qu'il y a un vrai sentiment de progression avec ce codex. C'est gratifiant, je suis d'accord avec toi. C'est déjà en quelques jours de lecture, c'est venu. Alors là, c'est vraiment, je pense qu'un joueur qui a envie de pousser le jeu à son paroxysme, c'est vraiment sur ce codex qu'il faut aller, parce que vous allez passer du temps à vous triturer les méninges et ça va donner des belles choses. En tout cas, un grand merci à toi justement d'être venu faire cette lecture et analyse 2022 On espère clairement que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, c'est important les amis. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.